Bon matin tout le monde! Bonsoir YouTube et bienvenue pour un nouveau live sur la chaîne de D-Spaghetti! Et enfin, aujourd'hui, on va tout simplement faire la deuxième partie de la tier list de Magic, de Magic des éditions légales en format moderne. Voilà. Là, c'est normal que je parle un petit peu pas fort, là. C'est pour la simple déclaration que je veux pas réveiller mes parents le matin. Je vous rappelle qu'il est 8h du matin chez nous en ce moment. Donc aujourd'hui, pour la suite de la tier list des éditions légales en moderne de Magic the Gathering, on est en compagnie, comme d'habitude, de Dark Greens. Je vais tout simplement... voilà. Donc, est-ce que tu vas bien, Dark Greens? Ben oui, ça va bien, toi, tu fais geek? Moi, ça va super bien à date. Fait qu'aujourd'hui, on est tout simplement dans la... Simplement là pour... continuer la tier list. Donc, pour rappel, sachez que la tier list, en fait, ça va tout simplement... il y a des règles que je veux respecter, notamment les sets uniquement composés de rééditions, comme par exemple les Modern Masters et tout. Ça, c'est des éditions que je ne compte pas mettre dans la tier list pour la simple et unique raison que c'est juste des rééditions, justement. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve. On parlerait de la même affaire, là, oui. Exactement. Bref. Ensuite, avant de commencer cette tier list, enfin, la suite de la tier list, il y a deux erratums que je veux faire à l'heure actuelle. La première, pas compliqué, c'est à propos de la 9e édition, dont on avait parlé la dernière fois. Oui, effectivement. Donc, pour rappel, on l'avait déjà mis dans le ne sert à rien, pour la simple et unique raison que c'était uniquement composé de rééditions de cartes qu'on connaissait déjà de la 8e édition. Mais j'aimerais ça revenir là-dessus, parce que le moderne, il est né en 2011, je le rappelle. Et du coup, la 8e et la 9e édition sont considérées comme légales en même temps, dans l'histoire du Oui, moderne. Pas comme les effectivement. éditions qui sont arrivées avec des rééditions, puis que des fois ils servent à rien. Non, non, ils sont arrivés en même temps que la 8e. Fait que c'est pour ça que je le considère comme pas aussi important que la 8e édition, pour la simple et unique raison qu'il y a moins de cartes intéressantes. C'est pour ça que je le mettrais plutôt dans les corrects à la place. Ah, ça fait du sens, ça fait du sens. Voilà. Donc, tout ça pour dire que je le mettrais plus dans les corrects à la place. Ensuite, deuxième erratum. Dans la première partie, j'avais dit que je ne parlerais pas de le. Si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais dit que je ne parlerais pas de Lord of the Ring. Finalement, ça va être le cas. On va parler de Lord of the Ring à un moment donné. Dans un petit peu longtemps, mais quand même. C'est sûr, le set est déjà quand même bien sorti en ce moment, puis Ouais, c'est on ça. voit déjà que les cartes qui sont quand même jouées en moderne. Ben, c'est normal, c'est un set moderne, ça fait du sens, Ah oui. mais quand même. Ouais, c'est ça. C'est un scène moderne. En tout cas, on va en parler au moment venu, là, mais pour l'instant, on va en parler, ça c'est sûr. En même temps, j'ai imprimé le logo ici, là. C'est bien fait au moins. Oui, effectivement. Mais bon, pour les autres éditions qui vont arriver, j'en parlerai bien évidemment pas. Bien évidemment. Alright. Bon, sur ce, on peut commencer la tier list. Et, on va continuer la tier list. Et on va commencer avec le bloc Ravnica, le tout premier d'entre eux. Et, pour commencer, Ravnica City of Guild. Et tout simplement, cette édition ici. Ah! Ah! Pardon. Ok, je l'avais dit. Donc, Ravnica, le premier Ravnica, en fait, pour ceux qui ne savent pas, Ravnica, c'est un monde. Je me rappelle plus c'est quoi le terme qu'on utilisait, c'est une gigantesque métropole Oui, entière. Qu'est-ce qu'on va dire, c'est la planète entière qui est une métropole. ouais, Carrément. effectivement, je pense que je sais même pas s'il y a comme un extérieur à cette ville-là. Oui, il y a des places comme des forêts, des choses comme ça, mais on dirait que genre tout fait imbriqué dans cette même ville-là. Ouais, c'est ça. Bonjour Nadir, oui, MTG le matin. Bon, c'est un peu particulier, mais tout ça pour dire que j'ai l'intention de plus faire ça le Le soir à soir. la place, parce que, tu sais, le matin, le problème, c'est que je stream quasiment tout le temps le soir, et du coup, la majorité de mon public me regarde le soir. Mais bon, ça, c'est parce qu'on s'était entendu pour faire ça un matin, Dark Greens et moi, mais là, on va plus faire ça le soir, en fait, la prochaine fois. Exact. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, sinon, la particularité de cette édition, c'est que c'est une édition très orientée multicolore, en fait. Tout à fait. Donc, de la même manière que Mirrodin, c'était plus une édition orientée artefact, avec la moitié des cartes qui étaient composées que d'artefacts. Ici, c'est la moitié de l'édition. Enfin, la moitié des cartes de l'édition sont composées de cartes multicolores. Et plus particulièrement de bicolorité. Oui. Ouais.
Et c'est aussi là-dedans qu'on a la première fois les fameux termes pour désigner les bicolorités. Au lieu de dire rouge-blanc, les gens vont plutôt dire boros à la place pour faire plus simple. Effectivement, en référence aux 10 guildes de C7. Exactement. Ou encore le bleu-noir, on va plutôt dire Dimir à la place. Voilà. C'est de là que viennent les termes voyons, les termes de bicolorité qu'on connaît. Okay. Sur ce, je vais la placer dans les plus importants. Oh oui, c'est sûr, mais il faut quand même parler aussi des cartes qui sont sorties là-dedans. Ah oui, c'est ça. Mais là-dessus, oui, juste le fait que tu comme juste dire que le langage a été tourné autour de ce set-là en plus. Il y a un certain langage, oui, en effet. Mais pas que. Sinon, on va commencer par parler des premières cartes. On a d'abord le fameux Dark Confident. Oui. Donc, c'est vrai que Scryfall, j'aurais dû... Ben, ça, en attendant que tu cherches ça, sinon aussi, on sait qu'il y a aussi un surnom dans la communauté de Magic étant Bob, référence à la personne qui a gagné le championship, qui a pu désigner cette carte-là, justement. Yes. Donc, attends. Je vais aller vous le chercher. C'est Dark Confident. Voilà. C'est une vieille carte. Mon nous le bon vieux Bob, là. Ouais, c'est ça, le bon vieux Bob. Donc, Bob, qui a été très joué pendant très longtemps dans les decks June. Mais j'ai commencé à jouer à Magic, les gens jouaient encore Dark Confident, mais peu de temps après, ça a arrêté de le jouer. Parce que le problème de la carte, c'est que tu perdais des quantités de vie absolument informes des fois. Juste pour rappel, mais Faggy, quand toi t'as commencé à jouer, justement, c'était dans lesquels sets? Dans Shadows of Innistrad. Ok, ouais. Fait que ouais, non, ça fait quand même 4-5 ans, si je me trompe pas. Exactement, ouais. Ok. Mais ensuite, on a aussi la majorité des cartes de Dredge. Donc le fameux deck Dredge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un deck autour de la 1000 de cartes pour ensuite mettre des créatures en jeu. Alors, je citerai par exemple... oups, mal marqué. Dark Blast. Là. Donc on a Dark Blast, on a aussi Golgari Tug. Classique, Dredge 4. Une mécanique, je pense que Magic pensait pas qu'elle allait être autant brisée. Ouais, c'est vrai. Je pense, par exemple, quand on y repense, c'est vrai que... si je me trompe pas, Golgari Grave Troll, il vient de Ravnica City of Guilds. Sigwib, oui. Quasiment toutes les cartes de Dredge viennent de là. Il y en a toutes les cartes de Dredge, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Quasiment toutes. Il y en a bien un qui était sorti dans Modern Horizon 1, mais il est pas joué. Non, c'est ça. Ah, c'est ça, il est pas joué. Même d'autres cartes liées à... Attends, il y a même une autre carte qui est liée dans le deck qui était joué, là. Je pense que c'est plus joué aujourd'hui, le... Glimpse... Oups, mal marqué. J'ai toujours mal marqué. C'est que Life from the Loam, mais Life from the Loam est joué carrément dans un autre type de deck. Même... Attends, Life from the Loam, est-tu banni en moderne? Ah non, ok, ça c'est pas la même chose. De quelle Glimpse. carte tu parles? Life from the Loam. Non, il est pas... Ah, ok, c'est ça que je cherchais, ouais. Ouais, ça doit être ça. Non, il est pas banni. C'est juste qu'il est pas joué parce que justement... Ouais, c'était joué. C'était joué dans les deck Dredge, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Ah ouais, c'est ça, parce que le fait que Dredge 3, c'est pas assez de Dredge. Fait qu'ils sont plus du genre à vouloir jouer Stingwing Imp parce que c'est Dredge 5. Donc, non, en fait, Limb for the Own et Stingwing, c'était joué en même temps. En même temps que Dark Blast et tout. C'est juste que la différence ici, c'est que à la place, ils ont mis d'autres cartes de l'édition. Ben bon, cartes-là qui permettaient de ramener des lands de ton terrain dans ta main pour pouvoir jouer des lands, mais c'est plus vraiment utile aujourd'hui. Donc, ils l'ont retiré du deck pour mettre d'autres cartes à la place. Non, effectivement. C'est plus vraiment joué. Golgari Troll aussi, un classique qui est banni. Voilà. Je pense que c'est une des seules cartes en moderne, si je me trompe pas, qui a été bannie, t'es unban et t'es rebanni. C'est peut-être même la seule carte existante dans ce cas-là, tout court. Ouais. Même pas seulement du moderne, tout court. Tout court. Voilà. Et dont on voit plein de statistiques, mais dont on se calisse en vrai, parce qu'en réalité, la seule chose qui est importante, c'est le Dread 6, parce qu'en fait, il coûte 5, puis
que je mets jamais de sa main, là. Effectivement. Voyons honnête. Voilà. Effectivement, ça fait raison. Donc, sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Chord of Calling? Hey, c'est vrai, ça, c'est dans Ravnica Stealth Guild, cette belle carte-là. Exactement, là, Et- avec la vieille illustration avec l'oiseau. Là. Chord of Calling, c'est un excellent sort de tutor qui est joué dans Young Mod à l'heure actuelle. Young Mod Tout à fait. Evolution. Le mec, il met plein de petites créatures et tout, de rampes, un mur aussi. Engagé, je vais aller chercher Young Mod Tran Physician et protection contre les humains, ce qui me fait extrêmement chier parce que je joue tribal humain. C'est vrai, ça. Bref. Sinon. Card of Calling, par exemple, j'ai quelque chose à rajouter. Le fait qui est vraiment le fun, c'est que, exemple, dans le deck de Yakmod, pourquoi c'est autant bon, c'est que c'est versatile. Tu as besoin d'une créature à 1 pour que tu puisses commencer à faire ton combo, tu peux aller chercher. Tu as besoin de Yawgmoth, tu peux aller chercher. Tu peux aller chercher ce que tu as besoin, ce qui était Exactement. vraiment utile dans les decks qui appelaient type Toolbox, justement. C'est Un ça. peu On dans va le en temps par- avec le fameux deck Ah. Birding Pod. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ouais, c'est ça, Birding Pot, c'est vrai ça. On va plus parler de la combo en tant que telle lorsqu'on va parler de Dark Ascension, puisque la créature qui permet de ce combo-là est présente dans ce deck-là. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. En termes de plus. Voilà. Ça, c'est. Ensuite, on a Glyphs Unsinkable. Donc, Target Player 1010 cards. Ça, cette carte, elle valait une fortune avant, là. Mhm. Cette carte-là, elle valait une fortune. C'était la seule reprint qui existait. Mais là, après ça, il a été reprinté 2-3 fois. Puis après ça, c'est fini. Elle valait plus rien, là. Ben, surtout que là, il est beaucoup moins joué dans les decks modernes actuels parce que les cartes de milling sont meilleures. Elle est encore jouée quand même un petit peu dans les peu de deck mill qui restent. Mais le fait que, comme dit, ça montre un peu le truc qu'on appelle la scarcity, le fait que la carte avait un seul print qui était assez vieux, le fait que juste la carte a pris de valeur. Dès qu'il y avait un reprint possible, la carte a tank down en prix pour devenir quelque chose qui... C'est presque comme le Damnation, mais bon, ça a changé grand chose au final. Le Damnation, ça a coûté. Bref. Damnation, ça fait, je pense, 70-80 assez longtemps avant de faire le même effet. Ensuite de ça, et surtout, on va finir. On a un reprint du Bird of Paradise. Ouais. Bon, ça, on en a déjà parlé. C'est pas la première fois qu'on le voit, justement. D'ailleurs, je vais checker toutes les reprints qu'il y a. Ravnica. Et de 7. C'est la première reprint avec cet art-là. C'est correct. Comme art. Je trouve ça quand même juste drôle que juste en fouillant le nombre de Bird of Paradise, tu le vois à quel nombre de reprints a Bird of Paradise. Ouais. Et Dans cette les tout carte-là débuts, elle est était quand reprint. même... Et puis elle vaut quand même 4-5$ facile. Je me Ben, rappelle c'est que un des moi, meilleurs dorks. j'avais un playset foil, puis c'était comme 30$ minimum, puis même en la reprintant, elle garde quand même sa valeur. Ah, ben oui, c'est parce que c'est un excellent dork. C'est un des meilleurs dorks qui existe. Je pense qu'il valerait bien plus cher, ne serait-ce qu'avec une réédition de moins. Sûr et certain. Mais bon, là, on va arrêter de plaroter. Tu peux encore, là. On va parler des terrains à cette heure. Oh my god, ça. On va commencer par les Bone Slab. Et plus particulièrement du Boss Garrison. Qui est joué dans les decks. Donc, qui est joué justement dans les decks Amulette Titan. Pourquoi je parle de lui spécifiquement? C'est parce qu'en fait, c'est le terrain qui permet de payer un autre terrain qui se trouve également dans cette édition. Et il s'appelle Fortress of Legion. Ouais. Voilà. Donc un terrain qui 4 et en engageant, tu donnes de boss strike à une créature ciblée. Et en fait, avec le bon garrison, puis le fait que tu dégages, engages tes terrains pour faire du mana en cochon, en fait, tu peux donner double strike. Et plus 2, plus 0, vigilance avec un autre terrain dont on va parler plus tard. Ouais. Et voilà. C'est une des stratégies principales en tuant avec le fameux titan primordial. Une autre carte dont on va parler également plus tard. Ouais. C'est l'autre carte qui va donner le fameux ace pour pouvoir justement attaquer tout de suite et retrigger. Exactement. Mais la raison pourquoi là vous allez enfin comprendre pourquoi j'ai décidé de le mettre dans les plus importants. Je pense qu'en plus de tout ça, il y a surtout ces cartes-là qui font que... Exactement. Les fameux Shockland. La première impression des Shockland qui est fait juste partie de la mana base de tellement de decks, que ce soit en commandeur, en moderne, en standard de l'époque, en pionnier,
Bref, c'est juste. Il fait partie des meilleurs types de terrain qui existent. Effectivement. Juste 2 points de vie en termes de contraintes, là, c'est large. Voilà. Ouais. Et en plus, sur les types de terrain, ça veut dire que tu peux aller les chercher avec un autre type de carte extrêmement important, des Fetchland, dont on va parler encore une fois plus tard. Oui, je fais du teasing pour les prochaines parties. Voilà. Donc, je vous montre juste le Second Foundry, mais si je me souviens bien, il y avait aussi le. Il y avait Overground Tomb. Ensuite de ça, le problème, c'est que je me rappelle pas dans la première set de Ravnica parce que je sais que chaque set de Ravnica, comment il faisait, c'était 5 guilds, 5 autres guilds et les 10 guilds ensemble. Le problème, c'est qu'à chaque réitération, je pense, les guilds sont pas les mêmes en premier, en deuxième. Ouais, c'est ça. Pour chaque édition, c'est pas la même chose, en effet. Non, c'est ça. Là, c'était toutes. Là, ici, c'était toutes les guildes aux couleurs ennemies, c'est-à-dire. Quand tu vois le pentacle des couleurs magiques, c'est. Tu prends pas. Les guildes ennemies, c'est ceux qui ont pas des couleurs mises ensemble, genre comme ça. En fait, c'est. Les couleurs alliées, c'est comme ça. Comme ça. Elle est peut-être pas bien vue parce que j'avais fait tout proche, mais bon. Bref. Ah, voilà. Donc, c'est pour ça que je le mets ici. C'est tout simplement le premier reprint des Shocklands. Fait juste partie des meilleurs types de terrain de boss qui existent dans l'histoire. Fait que je vais aller dans les plus importants direct. Non, c'est pas juste le fait que c'est des Shocklands. Les Bouncelands qui sont joués dans certains decks. Comme dit, la mécanique de Dredge. Aussi Glimpse, même s'il est maintenant un peu moins joué. Mais le fait qu'il y a tellement de cartes qui sont encore jouées, même après des années de Ravnica Sigil, c'est sûr que t'as pas le choix de mettre ça dans les plus importants. Exactement. Et j'ai failli oublier, on a aussi l'apparition de Lightning Helix. Voilà. Bon, cette carte n'est plus tant jouée que ça, là, malheureusement, parce que même dans Burn, dans Burn, il joue encore, me semble. Dans Burn, je joue un petit peu encore, je dirais. J'ai vu un deck récemment qui jouait justement avec le One Ring, puis Zakama jouait Lightning Helix pour simplement le fait de, oui, tuer une créature, mais c'est le fait que tu peux aussi gagner des points de vie. Fait que juste pour te donner contre des decks aggro, un petit reach de plus, un petit genre, ouais, mais ça va te prendre plus de ressources pour me tuer. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très fort comme façon de garder. Bref. Peut-être un deck burn miroir match, là, la décision va se gagner sur c'est qui est capable de lancer le plus de Lightning Helix parce que ça fait que justement l'adversaire va avoir de la misère à quand tu pètes un bonhomme. Ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment un bon match-up avec mon Boros Human finalement parce que le deck est plus agressif. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Bref. Ça pour dire que Ravnica City of Guild va directement ici. Bon. Prochaine édition, Guild's Pack. Guild's Pack. Guild's Pack, c'est la suite. Simplement. Ok, c'est juste pour checker le signe, là. Lui aussi, il va aller là. Et pourquoi? Parce que les... Exactement, parce que les autres Shocklands sont bel et bien présents dans cette édition. Ainsi que les autres Bouncelands. Les autres Shocklands. Oui, les autres Bouncelands également. Mais si j'en... Attends. Ouais, il y a juste le Grul... Il y a juste le Grul Truffe dans les Bouncelands qui effectivement existe. Je pensais que la Vert Bleue aussi elle était dans ce set-là. La Vert Bleue est dans le... Ah, peut-être. Des fois, le problème avec ça, avec les guilds, comme dit, c'est qu'ils ont été quand même, il y a quand même 3 sets de Ravnica, puis ils ont toujours mélangé. Oui, ils sont dans ce set-là. Oui, il est dans ce set-là. Ouais. Ah, c'est ça. Et surtout, les Shocklands. C'est... Même pas. Ah oui, ouais. Ah non, même pas, excuse. Ah ben, finalement. Ah non, c'est vrai, ils ont été plus. C'est étrange quand même qu'ils ont splitté. La première fois qu'on était sur Ravnica, ils ont splitté ça en 3. Je pense que oui, si je dis pas de conneries, c'est peut-être ça, hein. Ça fait vraiment bizarre. Attends. Peut-être, quand même, moi j'ai joué dans les 2 autres sets de Ravnica, puis c'était 5-5, puis les 10 ensemble. Attends, c'est quoi le nom en anglais du terrain Grul? Mais c'est Grul Turf, mais... Non, le Shockland. Ah, le Shockland, c'est Stomping Ground. Je peux pas croire que je m'en rappelle pas alors que je joue moderne ici. Ah, mais c'est de même des fois, hein. Des fois, on a tellement de cartes à se souvenir que c'est normal que des fois, on en oublie, là. Ouais, c'est ça. Stomping Ground. Fait que...
Donc, un Stomping Ground. Ensuite, c'était. Ilacimic, c'était quoi déjà? Breeding Pool. C'est genre une des Shocklands, je pense, que j'utilise le moins dans mes decks. Ah, c'est ça, ouais, ils ont séparé ça différemment. C'est bizarre, ça, Ouais, ok, parce que Breeding Pool est dans Dissension, je comprends. Exactement, Ben oui. ouais. On va en parler un Pour petit la peu. première fois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils ont séparé ça différemment. C'est en mode. Ah, ouais, ok. Ouais, je comprends mieux. C'est assez étrange parce que surtout que ça se divise pas par 3. Ouais, c'est ça, Le 10, ça se divise c'est pas vrai que c'est par 3. bizarre, en effet. Surtout qu'ils l'ont séparé vraiment de manière inégale et tout, là. Bon, bref, pour revenir à Dissension, donc, ben, il n'y a pas que les 3 nouveaux Shocklands qu'on peut y trouver. On a aussi le fameux Day Nine of oui. Le Gills Pack. Oui, c'est là qui est apparu pour la première fois et pas dans un Magic 2011. Non, effectivement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a une période dans l'histoire où il a valu de fortune absolument infâme, là. Ben, le fait qu'il était printé seulement dans Guild Pack, puis après ça, Magic 2011, qui est comme, je pense, quasiment l'édition à peine après. C'est ça. Puis clairement plus tard, fait... Corset 2020, alors qu'il est arrivé Mhm. genre après le ban d'une certaine carte dont on va parler plus tard. Ouais. Mais genre beaucoup plus tard, là. Mhm. Non, ça, c'était quelque chose qui, je pense, c'est 70$ facilement, si je me trompe pas, un Land of the Void dans le temps. C'est vraiment parce qu'il y avait Même même dans chose, le temps, problème de scarcité. Tout le monde en voulait, c'est la meilleure carte fallait de tout jouer ça cimetière 4 parce que fois. c'est littéralement pour 0 au début de ta game, tu peux jouer directement en jeu. C'est pas un spell, c'est un play, donc tu peux même pas te faire counter spell ça. Ça arrive en jeu, puis tu t'arranges avec ça. Il faut que tu le mettes 4 fois dans ton deck pour réellement que ça soit pertinent. Moi, effectivement, c'est rare. Des fois, le monde en mettait juste 3, mais le fait que tu voulais en mettre 4 pour au moins en avoir un. L'affaire après ça, c'était souvent est-ce que je mulligan agressivement pour être sûr d'en avoir un ou si j'ai une main correcte, même après un mulligan à 6 ou à 5, je garde ma main puis too bad, je jouerai pas le Line of the Void. Là. Ouais. C'est pour le dire tellement que c'est une carte forte, t'as même pas besoin de jouer ça dans un deck noir, justement. C'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Bref. Ensuite, on a l'Utopia Sprawl. Ah bah oui. C'est moins importante aujourd'hui, mais c'est un petit aura intéressant. Ça enchante une forêt, puis tu choisis une couleur, puis quand la forêt tape pour du mana, ben, tu gagnes la couleur choisie supplémentaire. C'est joué souvent... Ben là, c'est moins joué maintenant, mais c'est genre souvent dans les decks Ponza qui appellent, qui étaient vert rouge, détruire des laines. Tu voulais mettre ça sur une forêt, ben parce qu'évidemment, tu peux pas se mettre sur une forêt, mais en jouant aussi un Arbor Elf, parce qu'Arbor Elf, on tape une forêt, donc techniquement, tu pouvais faire 2 voire 4 de mana par tour à cause d'un Utopia Sprawl puis un Arbor Elf. Exactement. Tu choisissais rouge, puis tu mettais Blood Moon tour 2 après. Oui, effectivement. Je connais quelqu'un qui joue Ponza justement, là, avec les nouvelles cartes qu'il pouvait imposer pour le rendre meilleur, là, mais des fois, là, quand tu sors bien, là, tu peux quasiment rien faire, en fait. Ah non, ça. Des cartes comme ça, tu peux pas tellement ça pose tellement c'est chiant, là, des fois, ce deck-là, là. Ensuite, on a Golgari Tour de France, ça c'est un... Ok, ça c'est un Boss Land. Ouais. Ensuite, on a Chattery Sprue. Oh boy, ça, cette carte-là, c'est quand vieux, même... ça. Même principe aussi, excessivement vert. Je pense que c'était genre 30-40$ des fois avant son reprint. Je pense qu'il n'y a pas eu tant de reprint que ça, parce qu'on le voit, c'est Mr. Il a été Booster reprint. il n'y a pas eu tant de cartes que ça qui l'ont reprint, si je ne me trompe pas. Là. Il a été reprint que dans un kill kit et dans les Mystery Boosters. Voilà. Et encore, Mystery Booster, là, je sais pas si c'est Mystery Booster ou si c'est juste dans une liste. Non, je pense que absolument il le mettrait dans deux listes si je me trompe pas. Fait que le fait quand même qu'il était dedans, mais le fait que t'es Mystery Booster, tu peux pas vraiment le compter comme un vrai reprint parce que c'est comme une carte parmi 1000 quelques Ouais, c'est ça, cartes. c'est beaucoup trop, fait que ça vaut pas la peine de le compter. Voilà, effectivement. je sais pas si c'est encore... C'est pas vraiment joué aujourd'hui en moderne, mais il me semble que ça va être quand même encore. La raison pourquoi, c'est que la faire de Shattering Spree, pourquoi, exemple, tu jouerais Shattering Spree au lieu de un spell qui pète Exact Effect ou quelque chose comme ça. L'affaire, c'est que Shattering Spear, c'est que si, exemple, quelqu'un joue un case, ça devrait être pour 1. Tu peux jouer Shattering Spree avec son Replicate. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une copie.
les deux vont targeter le Callista de Void pour 1. Callista de Void va counter l'original, sauf que la copie n'a pas été castée, donc ne sera pas counter-spell et va détruire le Callista de Void. Par la suite aussi, un peu Pas bête, comme ça. Grave Shot, le fait que tu as plusieurs copies qui targetent différents artefacts, si quelqu'un veut counterspell un des spells, ben il va counterspell seulement celui qu'il va pouvoir pour pas tous les counterspells. Ouais, c'est pas bête, ça. Pas pensé à ça. En tout cas. J'ai décidé de quand même le mettre dans les plus importants, mais c'est pas le. C'est pas les plus importants parce qu'il y a moins de Shockland en fait. Voilà. Et d'ailleurs, pareil pour Dissension, là. On va maintenant parler de Dissension. Fait que oui, je sais que ça peut paraître bizarre que je le mette dans les plus importants alors qu'il y a que 2 Shockland là-dedans. Mais ça reste quand même que ça fait partie des mal à base les plus importants qui existent. C'est joué dans Dès que tu veux jouer, le minimum que tu veux faire, c'est dès que tu veux jouer 2 couleurs, t'as pas le choix de mettre les Shocklands. C'est comme. Oui, tu pourrais jouer budget et ne pas les jouer, mais je veux dire, sinon, je pense qu'il y a le seul Et deck d'ailleurs, que je maintenant. jouais rarement avec même les Shocklands à cette heure, c'est les decks de Storm parce qu'ils jouaient chez Van Reef, mais à part de tout ça, t'es comme quasiment pas chaud. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, Utopia Sprawl, j'en ai pas parlé dans le. Je l'ai pas parlé de cette carte-là dans la bonne édition. Utopia Sprawl, c'est dans Dissension. Ah. Donc, c'était pas dans Guildspack, excusez-moi. Il est pas dans Guildspack, il est dans Dissension. Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment été gland là-dessus. Voilà. Mais tu vois, le problème, c'est avec des Ravnica, c'est ça. Surtout que le premier, il est très confus parce que quand on va y retourner plus tard, c'est facile, c'est 5 guilds, 5 guilds, les Ouais, 10 guilds c'est ça. ensemble. Là, Puis la dernière édition avec on tout va ensemble. partout. Comme tu as dit, je pense, tu dis que Golgari Rod Farm était dans Guild Packs. Ouais. Mais la mécanique de Dredge, celle des affaires de Golgari, est dans Ravnica City of Guild, qui fait pas de sens non plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est niaiseux de même, en effet. Donc, 3 nouveaux Shockland. Donc, évidemment, le Simic. On a aussi le Dimir, me semble. Donc, connerie. Non, c'est pas. Bref. Donc, la date en dissension, t'en as 3 au lieu de 2 de Guildspack. Sinon, là-dedans, on a aussi Spell Snare dans Dissension. Et là, je précise, c'est dans Dissension. Donc, Spell Snare. Oui, ça, c'est un vieux counter spell, ça n'a pas été repris souvent. C'est pour un bleu contrer un sort avec une valeur de 2. Je pense au premier vrai reprint de Modern Master parce que Battlebound qui est genre vraiment vieux. Ouais. Mais dans le temps que Murktide était dans les top decks, les decks de Murktide jouaient des Spell Snare parce que vu que tu avais plus de chances de pogner contre d'autres. Murktide, c'est bon contre les Legend Shredder, contre la carte de sideboard Unlicensed Horse. Ça jouait contre plein de spells qui coûtaient 2, puis même certains removal coûtaient souvent 2, donc capable de pouvoir contrer pas mal de stratégies juste à cause de ça. Ok, ouais, je comprends. C'était aussi très joué dans le temps, là, ça permet de contrer. C'était plutôt versatile dans le temps parce que dans le temps, il y avait beaucoup de sorts qui coûtaient 2 en fait, en général, dans la plupart des decks. Et du coup, c'était facile de pouvoir contrer des sorts avec ce spell-là. Ça compte un Snapcaster Mage. Oui. Un Bob qu'on a parlé plus tôt, justement. Un Lightning Helix. Un Lightning Helix. Aujourd'hui, ça contre un Vranitix. Ouais. C'est peut-être une des raisons pourquoi il joue encore ce main deck. Ouais, c'est ça. C'est une carte de site. Mais ça reste quand même une carte assez particulière, mais qui est quand même cool comme counterspell en vrai. Ouais. C'est comme la bonne manière d'avoir fait Mentor Misstep. Oui, on peut dire ça. On va en reparler plus tard. Sinon, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a un terrain qui peut vraiment jouer aujourd'hui, qui est quand même cool, et qui est apparu pour la première fois dans Dissension, c'est Ghost Cutter, un terrain qui donne une sorte de l'incolore, soit tu sacrifies pour casser un terrain, et son contrôleur va chercher un terrain de base et le met en jeu. Le strip mine moderne. Oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça. Puis ce qui est le fun au moins, c'est que tu peux casser n'importe quel terrain, donc même un basic, tu peux le casser. Donc oui, techniquement, t'as totalement raison, c'est un strip mine moderne. Fun fact là-dessus, souvent, un des decks qu'il jouait, c'était Dead in Taxes avec Lenin Arbiter parce qu'il pouvait faire que tu payes 2 de mana pour pouvoir les chercher, sinon tu ne pouvais pas les chercher. Donc, si tu ne payais pas, c'était strictement, littéralement un strip mine. C'est vrai, oui. Aujourd'hui, à la place, les gens ont plutôt tendance à jouer Fill of Room.
dans les decks contrôle blanc-bleu, pour la simple et unique raison que ça force l'adversaire à chercher des terrains. Oui. Euh, Parce que et lui, d'ailleurs, c'est Field of Ruin le... est joué dans Definite Axis à la place de Ghost Cutter, parce que ça force l'adversaire à aller chercher un terrain. Mais il pourra juste Exactement. pas, en fait. Alors que Ghost Cutter, t'es pas obligé, en fait. Exactement. Fait qu'exemple, quelqu'un aurait fait exprès de mettre quelque chose sur le dessus de sa library, ben, Exactement. ou que scry une carte sur le top, ben, un Ghost Squatter, un Field of Ruin fait non, t'as pas le choix de. Fait que même Non, si tu vas pas en Ghost chercher, Cutter, t'as pas le choix de brasser ton non, deck. Ghost Cutter, t'es pas obligé, parce qu'il est marqué You may Mhm. search it. Mais avec un Field of Effectivement. Ruin, t'es obligé d'aller chercher. Fait que tu peux contrer, admettons, un mec qui est décidé, ah ben je vais mettre 2 bonnes cartes sur le top, je vais te faire Field of Ruin, comme ça tu vas être obligé de mélanger ton deck. Ouais. Voilà. Puis autre chose qui est super important, comme on dit dans les decks control, Field of Ruin fait aussi que toi-même, c'est la personne que tu sais, Field of Ruin va aller chercher un basic aussi. Exactement, oui. Donc, tu perds pas un land en faisant ça. Comparé à Ghost Squatter, c'est littéralement tu perds ton land en le sacrifice. C'est pour ça que Field of Ruin est joué à la place de Demolition Field, qui pourtant est. Demolition Field, qui pourtant est une version fixée pour le Commander, parce que c'est seulement l'adversaire qui s'est fait casser un terrain et toi qui vas aller chercher un terrain. Mais le problème, c'est que tu t'es pas obligé d'aller chercher un terrain. C'est pour ça que Field of Ruin est joué en moderne à la place de Demolition Field. Ben, Demolition Field, par exemple, bon, on s'égare un peu là-dessus, mais Demolition Field est joué dans Coffer seulement. Ouais, on en reviendra plus tard, mais quand on sera rendu. Ouais. Ben moi, je l'avais pas mentionné, mais on en parlera. Bon, ok. Ensuite de ça, ben, je pense qu'il y avait pas d'autre chose, hein? À part le semi-grow le semi-grow chamber qui est joué dans Amulet Titan, bien entendu, en tant que bounce lance. Surtout que c'est le bounce lance principal qui permet justement de pouvoir taper on tap pour faire plein de mana d'un coup. Là. Oui. Voilà. Bon. Mais c'est assez juste pour dire que ces cartes-là sont tellement assez jouées que c'est dans les quatre decks. Même s'il y a, comme dit, à part Ghost Quarter dans Dissension, ben t'as plus le support évidemment. Mais il n'y a pas beaucoup de cartes, mais les cartes sont tellement importantes dans les méthodes modernes que t'as pas le choix de le mettre. Ouais, c'est Même ça. si on a quelques cartes là. Bon. Ok, prochaine édition, on va parler de Cold Snap. Donc oui, c'est techniquement plus récent que le premier bloc Ravnica. Ouais, t'as été le premier surpris quand tu en avais parlé. Là. Ouais, effectivement, parce que Cold Snap, ça fait me penser trop à Ice Age, qui est techniquement la. Cold Snap est la très suite de vieille Ice édition. Age. Ouais. Puis Ice Age, pour dire à quel point c'est vieux, c'est pas légal en moderne. Ah, c'est ça. Premier set aussi où les terrains neigeux furent légaux en moderne. Avant de le placer directement, parce que c'est beaucoup moins évident ici, on va quand même parler des quelques cartes que j'ai mentionnées là-dedans. Déjà, il y a le Rite of Flame, qui est une carte bannie en moderne. On commence fort, on commence avec une carte bannie en moderne. Le Rite of Flame, qui permet de gagner 2 rouges plus 1 pour chaque carte nommée Rite of Flame qui est dans ton cimetière. Donc, tu gagnes 2 rouges, puis ensuite 3, puis 4, puis 5. Et après ça, ça va pas plus loin. 4 dans le deck. Effectivement. Storm aurait bien aimé ça que ce soit une ban, cette carte-là. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas si cette carte risque d'être un ban, mais ça m'étonnerait en fait. Non, mais le problème, c'est parce qu'autant que oui, ça aiderait Storm, mais autant ça aiderait tellement d'autres decks. Elle peut pas parce que ça coûte juste un rouge surtout. Pour effectivement, peut-être tu pourrais tour 2 Blood Moon parce que tu joues un Rite of Flame, tu fais 2 plus la lente de tour. Fait qu'il y aurait des stratégies que tu pourrais jouer tour 3, Ça serait tour joué 2 dans Panza. facilement. Ça serait joué dans Panza. Peut-être. Effectivement, parce que tu n'auras plus besoin de jouer un Dark puis tu n'as pas moyen d'interagir à moins d'un contre 2 spell. Ouais, c'est vrai. Donc, non, ça sera jamais un ban. Deuxième carte bannie. Et celui-là, il a jamais été légal en moderne. Dark's Depth. Ah, ben oui. Une des stratégies principales des decks, dans certains decks Legacy, là, avec constant. Avec, je le copie, puis je mets une 20-20 en jeu, indestructible, vol. Ouais. Fait qu'en gros, c'est pour le set de Cold Snap a beaucoup de cartes bannies. Ouais. Mais le pire, le plus drôle de Dark Depth, c'est pas le fait que la carte toute seule, elle fait rien. C'est le fait que d'autres cartes qui sont arrivées après elle qui a valu son ban. Ouais, c'est ça. Genre, déjà, Vesuva, puis l'autre terrain qui permet d'arriver de copier un terrain ciblé. Stage. Hein, je vais copier Dark's Depth, mais il n'y a pas de counter dessus, fait qu'il sacrifie automatique pour créer ma Dark's Depth. Mon
Mon machin Marie Blade. Effectivement. C'est ses câbles de même. Oh my god. Mais il y a aussi un vampire qui fait ça, qui permet de retirer tous les compteurs d'un permanent ciblé. Vampire X-Mage. Yes. Qu'on parlera sûrement plus tard, justement. Exactement. Ben non, j'en parlerai pas pour la simple et unique raison que ben, c'est pas une carte qui a vraiment été jouée en moderne en fait. Ah. Voilà, donc Mais Vampire X-Mage, j'avais lu le ban de Dark Depth. ouais, un peu, ouais. Complètement broken. C'est joué en Legacy, mais c'est pas légal en moderne. Non. Voilà. Ensuite, la prochaine carte, qu'est-ce qu'on avait? Allosaurus. Ça, j'avais vu que c'était joué pas mal dans certains decks avec consistait à. En fait, c'est un dinosaure 1-1. Comme plus 1 plus 1 fois le nombre de terrains que tu contrôles plus 1. Donc, de base, il y a 1-1. Mais pour chaque terrain que tu as, il y a un plus 1 supplémentaire. Tu peux exiler 2 cartes vertes pour pouvoir le jouer. Puis en fait, ça permettait de se sacrifier très facilement avec des tutors, notamment le fameux Breeding Pod. Ouais. Mais Burning Pot, je pense qu'il l'a jamais joué parce qu'on n'y pensait pas. C'est avec les decks Neo Brand qui sont encore joués un peu avec la carte de Neo Farm ou Eldritch Evolution à cette heure. Yes. C'est surtout pour sa valeur de mana avec laquelle on sacrifiait avec aussi Eldritch Evolution. Là. Surtout, il y a aussi l'autre sort en bleu-vert. Là. Un bleu et un vert. C'est Neo Farm, justement. Néoform, c'est ça, ouais. Il y a certaines personnes qui ont essayé de jouer cette carte-là dans Néoform, mais ça n'a rien donné en moderne finalement. Ça le joue un peu, ils ont remarqué que tu faisais quasiment. Tu faisais parce que tu enlèves 2 cartes vertes pour la jouer, fait que déjà tu viens de 3 pour 1. Oui, c'est plus énorme. que tu joues Neoform. Si en plus de ça, Neoform, le coup additionnel, c'est sacrifié, tu te fais counter spell. T'as Bonjour, comme Solitude. 4 cartes pour rien. Bonjour Solitude. Voilà. Je suis un cancer. Voilà, c'est comme ça que j'appelle le Solitude. On va y revenir encore une fois. Bref. Ouais. Sinon, il me semble que c'était joué en moderne pendant quelques temps, si je dis pas de bêtises. Oran Viper. Ah, il est là. Oran Viper, c'était du joué en moderne? C'était pas dur. Si c'est joué, je l'ai pas vu. Ouais, c'est ça. Que, je l'ai mentionné, mais oui, je me c'est sens. 1-3 techniquement pseudo dead touch, mais. Ouais, c'est ça. C'est pas sûr, fait que j'en parle, mais je pense pas que c'était joué en moderne. Mais je l'ai quand même mentionné au cas où tu pourrais me dire ah, ben peut-être que c'était joué. Maintenant que on sait que c'est pas joué, donc on part ça. Et maintenant, je vais mentionner une carte qui, heureusement, est une combo qui n'a jamais été légale en moderne, puisque la carte qui permettait le combo absolument infâme n'a jamais été légale. Est-ce que vous connaissez Counterbalance? Ah, bah oui. Donc, ben oui. Tout le monde connaît le fameux combo toupie de divination du sensei plus Counterbalance qui n'a jamais été joué en moderne parce que, heureusement, la toupie n'a jamais été légale en moderne. Ouais, selon Counterbalance, avec les cartes qu'on commence à avoir, je pense que si Brainstorm serait légal en moderne, peut-être que du monde essaierait de jouer Counterbalance. Ouais. Mais moi, je dirais que Counterbalance, c'est vraiment une carte mal passée en mode. À chaque fois qu'un adversaire joue un sort, tu révèles le top de ta librairie. Si sa valeur de mana correspond à la valeur de mana de la carte jouée, ben en fait, c'est counter automatique. Fait qu'avec le toupie quand tu as une toupie de imagine avec la toupie où tu peux juste, ben pour un incolore, je vais regarder les 3 cartes du dessus de mon deck. Ah, tiens, il y en a un avec une valeur de mana correspondant dedans. Tiens, ben c'est lui que je vais mettre sur le top. Ensuite, trigger de counterbalance. Poup! Voilà, ton sort est contré. Tu peux même contrer. C'est la même chose. Tu peux même contrer littéralement tout ce qui coûte 1, puisque techniquement, tu as juste à engager le toupie pour le mettre sur le top. Exactement, c'est vrai ça. Et c'est un combo super dégénéré, puis. Oh, bref, on en a déjà parlé de Leyline. On en a déjà parlé en fait. Voilà, on en avait déjà parlé dans la première partie, donc on s'attendra pas plus là-dessus. Et enfin, la seule carte qui est réellement jouée en moderne encore aujourd'hui, le fameux Mishra Bubble. Qui fait partie en fait. C'est vrai, c'est dans cette là. Exactement. Donc, pour qui fait partie en fait des très rares cartes qu'on pourrait considérer comme des cartes qui n'en sont pas, c'est-à-dire des cartes qui coûtent 0
Et qui te fait piocher des cartes, en fait. Il y en a une autre dont on va parler dans une prochaine édition, là. Pas aujourd'hui, parce que c'est tard, mais quand même. Donc, Mishra Bubble, pour 0, tu l'engages, tu sacrifies, tu regardes le top de la librairie d'un joueur ciblé, et ensuite, au début de ton prochain tour, tu pioches une carte. Voilà. Donc, c'était joué dans les decks... c'était très joué dans les decks où tu avais besoin de remplir ton cimetière pour avoir des types de cartes. C'était joué dans June, c'était joué dans Death Shadow Golgari. Parce que ça permettait d'avoir le Tellerium justement pour avoir la possibilité d'utiliser le fameux tutor qui permettait de chercher une créature et de la mettre dans ta main. Et c'est encore joué à l'heure actuelle, c'est joué dans Murktide. Je dirais que cette carte-là a pris des années avant d'enfin être commencé à jouer puis de valeur de quoi. Là, on peut voir qu'en ce moment, les cartes, la carte de Mishra's Bubble valait plus grand-chose. Mais quand elle a été retrouvée dans des playlists de Death Shadow, cette carte-là, les seules versions étaient en ce moment seulement de Cold Snap, elle valait au moins 40$ chaque. Je m'en rappelle, j'avais acheté une collection à un de mes amis et j'avais 2 playsets de ces cartes-là, donc j'en avais vendu un justement au complet. Fait que j'ai aussi encore gardé mon vieux playset de Cold Snap, c'est ce que je joue dans mon deck de Murktide, justement. Yes. Oh voilà, donc Murktide qui permet justement d'avoir le type artefact dans son cimetière pour justement alimenter le Delirium du fameux Dragon Rage Channeler. Voilà. Voilà, donc le fameux Dragon Rage Channeler qui gagne plus de plus et attaque à chaque tour si possible et qui, même s'il peut plus être utilisé pour bloquer, peut quand même taper assez fort en vrai. Bref. Voilà. Donc, avec ça, tu le placerais où, Cold Snap, d'après toi? C'est sûr que Mishra's Bubble fait quand même une idée, est encore joué aujourd'hui. Dark Depth a été banni, mais pas parce que c'était la carte en elle-même, c'est parce qu'elle combat avec d'autres cartes. Je pense que ça n'a jamais été légal, je pense. Non, ça n'a jamais été légal. Oui, ça a été légal, mais ça a été banni parce qu'on va le parler plus tard. Parce que Dark Depth a été légal. Le format moderne, on a été fait en 2011, c'est vrai. C'est ça, en 2011. Le combo existait déjà quand Modern a été créé, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est ça. Donc, il n'a jamais été légal en moderne, en fait. Non. Fait qu'il y a ça. Le fait que t'es Counterbalance, c'est pas joué du tout en moderne. Fait que t'es 2 cartes bannies. Je dirais correct juste pour Mishra's Bubble, mais même à part de ça. Je dirais qu'il est quand même. C'est ça. Je vais voir, ne sert à rien parce que non, Mishra's Bubble. Non, Mishra's Bubble, c'est pas une carte qui sert à rien, là. Définitivement pas. Non, c'est ça. Là, ici, je place les cartes comme ça, mais en réalité, je les place pas en fonction de leur importance dans la catégorie, parce que sinon, ça serait vraiment trop galère, là. Ah non, ça, vu comment ça va être long. Ouais, ça va être un peu trop long. Ok, prochaine édition dont on va parler, Time Spiral. Là, on a quand même un sacré gros morceau derrière. Donc, Time Spiral, ici, c'est tout simplement une édition dont les développeurs voulaient utiliser l'aspect nostalgique des sets de Magic. Puisque là-dedans, en fait, on va trouver des cartes avec des vieux old frames. Pour la première fois depuis le fait qu'ils aient modifié les frames de leurs cartes. En gros. C'est vrai. Donc, il y en a quand même un sacré stock là-dedans. Là. Bref. On va y aller dans l'ordre. Dans l'ordre des cartes que j'ai mis. On va commencer par Ancestral Vision, qui est une carte qui n'avait jamais. qui avait été ban de base en moderne, mais qui a été débannie par la suite. Parce qu'en vrai, dans les decks cascades, ça joue même pas Ancestral Vision, puis que dans les decks contrôle, c'est trop long avant que ça arrive. Suspense 4, c'est un peu trop long, même pour un commandeur. Non. Effectivement, même le plus drôle, c'est que je me rappelle quand ils ont unban justement Ancestral Vision, la carte a commencé à valoir quasiment 70$ parce que les 2 seules versions qui existaient étaient de Time Spiral et d'un petit dual deck de Jace contre Jandra qui venait de réimprimer récemment le dual deck Anthologie. Donc, techniquement, avec une version, avec Ancestral Vision que tu avais dedans, tu repayais littéralement, en revendant cette carte-là, tu repayais littéralement le dual deck que tu avais pris. Là. Yes. Aujourd'hui, la garde vaut plus tant que ça parce qu'il est juste joué en commandeur, puis que dans les decks cascade, ils vont préférer une autre carte de Modern Horizon 1, en fait.
Ouais. Ben, il y a beaucoup de monde qui ont voulu parce qu'ils ont après ça des cartes qui ont printé, exemple Asphaltol, qu'on va peut-être parler plus tard, qui ont voulu comme abuser d'Astral Vision, mais finalement, le deck Ouais. qui voulait en abuser avait pas nécessairement assez de ressources. Le fait de piger 3 On cartes, avait oui, pas c'est cool, besoin, en fait. mais c'est ça, t'avais pas C'était besoin juste... ou de juste de faire. C'était juste trop compliqué de rassembler 2 morceaux ensemble pour pouvoir piger 3 cartes. Ouais, c'est ça. Bref. Donc, qui a été pas mal joué dans les decks contrôle aussi, à l'époque. J'ai Ouais. croisé cette carte-là une couple de fois à un moment donné. Fait que, Mhm. c'est quand même une carte sympathique, malgré tout. Le problème, c'est ça, tour 1 Ancestral Vision, c'est quand même intéressant. Le problème, c'est que c'est la seule manière que tu pouvais le caster. Plus la game dure longtemps, moins ton Ancestral Vision va être intéressant parce qu'il va prendre, comme tu dis, 4 tours avant de pouvoir en faire avoir tes cartes. Là. Yes. Ensuite, on va parler de Dread Return. Carte bannie en moderne. Mhm. Un rituel coûtant 4 d'onde noire qui permet de ramener une créature depuis ton cimetière en jeu. Le problème, c'est pas l'effet en lui-même, avec parce que pour réanimation de créature, ça coûte quand même cher. Non, le problème, c'est le flashback. La raison pourquoi il est ban. C'est très facile en moderne de mettre 3 créatures en jeu facilement avec des tokens style Mardu Pyromanceur avec les 1-1. Même à l'heure actuelle Oui, avec le nouveau soldat qui crée des 1-1 soldats artefacts. Voilà, donc c'est oui, super facile de effectivement. casser son flashback en fait. Non, c'est ça. Puis le fait que tu peux facilement après ça. Last Hour, il y a beaucoup de cartes qui permettent de 2 tours. Euh, je ne sais pas si ça pourrait. Je sais pas, le fait de Unban Dread Return ferait que les decks de Graveyard, puisque les decks des réanimateurs, le problème c'est qu'ils ont été joués un petit peu en moderne, puis après ça, ils ont été éclipsés par une carte de Amon. Non, pas Amonkhet, excuse-moi, Ether Revolt, qu'on va peut-être parler plus tard. Mhm. Mais je me demande si ça va pas, le fait de l'unban aiderait les decks de réanimateurs, mais à quel point que ça serait peut-être trop facile, justement, Parce qu'ils ont reçu déjà d'autres cartes de réanimation. Tu sais, je veux dire, ils Ouais, ont reçu Persist oui, effectivement. pour 2 seulement. Ramène une créature non légendaire en jeu. Non, c'est créature tout court, C'est moi, ça. non légendaire, c'est ça. Fait que le Fit Red Return permet de ramener des créatures légendaires. C'est sûr que le monde va vouloir réanimer Grizzlebrand avec ça. Yes, ok. Voilà. Ensuite, on a une carte assez importante. Qui fait partie d'une stratégie entière, Living End. Donc, c'est une carte avec le suspense. En fait, le principe du deck Living Mhm. End, c'est pas compliqué, c'est que tu défausses des cartes avec le recyclage euh, pour les mettre dans ton cimetière. Et une fois que ce soit avec le Street Raid, avec il y a une carte de Amonkhet qui permet de faire ça aussi pour un bleu. Il y a aussi un Snake de Horror of Devastation qui coûte un bleu puis qui est 5-5 expo. Bref. Donc, tu fais ça. Puis à un moment donné, quand on a suffisamment, tu casses une carte avec la cascade coûtant 3. En fait, tu révèles les tops de ta librairie. Qu'est-ce que tu révèles? La seule carte que tu peux jouer dans ton deck, c'est-à-dire Living End. Qui. Comme t'es une valeur de 0, ben, tu peux le caster gratuit comme ça. Là. Donc, et du coup, ça passe à travers la condition du suspense. Donc, du coup, voilà, tu ramènes toutes tes bêtes que t'avais recyclées en jeu directement. Puis en plus, tu brasses le bord adverse. En fait, que je viens de penser ça avec Living End aussi, qu'on peut le voir là. Beaucoup de cartes de Time Spiral s'inspiraient de vieilles cartes. Comme exemple, Ancestral Vision, on voyait que oui, les bâtiments sont détruits, mais fait référence à Ancestral Recall. Puis Living End Ancestral. fait justement référence à Living Death. Yes, exactement. Living Death, c'est ça en fait. Ah, je pense que je l'ai mal marqué. Oh, tant pis, c'est pas grave. Et de toute façon, je l'ai mal marqué tout court parce que juste à marquer Living Death, puis voilà. Bref. Voilà, donc lui qui fait partie d'une stratégie entière en moderne. Je sais pas à quel point c'est joué à l'heure actuelle. Mais bon. Ensuite, Living Dead, c'est juste pas joué. Je pense que c'est une carte de Legacy, un peu comme un Astral Recall. C'est des cartes qui sont pas légales en moderne, si je me trompe pas. Living End, c'est légal en moderne. Ah, Living End, oui, mais Living Dead, excuse-moi, je pensais que Non, tu Living parlais. Death. Ok, ouais. Je pensais Living End, mais c'est une carte qui faisait partie d'une stratégie entière en moderne. Et qui est toujours jouée à l'heure actuelle, me semble. Un petit Oui, peu. tout à fait. C'est quand même c'est quand même un deck qui peut aller en check, que tu peux arriver dans des gros tournois, puis tu vas te faire pogner comme ça. Fait que tu as toujours besoin de Graveyard 8, surtout le deck de Murktide, mais je veux dire surtout pour le deck de Living End, parce que si t'es pas capable, il va reflipper la table de bord, puis Ouais, c'est après ça, ça, dès puis que le juste tour de à la table de défoncer bord, la c'est gueule fini. après, là. Surtout qu'en plus, une 5-5 Exact. X-Pro, je le rappelle. Donc,
pas targetable par quoi que ce soit. Bon. Prochaine carte, Smallpox. Ça, c'est une carte de niche qui est jouée dans A-Track. Et qui était bien cancer. Pour 2 noirs, chaque joueur perd un point de vie, se défausse d'une carte, sacrifie un terrain, sacrifie un artefact. Une créature, pardon. Même chose, cette carte-là fait référence aussi à Pox, qui était justement une carte qui était jouée aussi dans les decks Legacy. Oh? Je pense aussi, fun fact, je joue 8-Rack et je dois être une des seules personnes qui joue pas Smallpox dans son deck. Ah, ok, ouais, je vois ça. Pox. Et qui est un rituel à la base. Bref. Donc, une carte bien cancer qui est plus jouée. Ensuite, on a une carte qui n'est plus jouée dans Dredge aujourd'hui, mais qui était jouée à l'époque dans Dredge. Conflagrate. C'était un des meilleurs moyens d'achever l'adversaire. En fait, ça fait X dommages divisé entre n'importe quel target. Et flashback pour 2 rouges et en se défaussant de X cartes pour faire le même effet que le X en haut. Je sais pas si tu t'en souviens de cette carte-là, Dark Greens. C'est déjà l'affaire que je trouve ça bizarre, c'est que j'ai genre vraiment pas beaucoup joué contre Dredge. Fait que j'ai jamais vraiment vu cette carte-là en action. Ah, c'est ça. Mais à une époque, cette carte-là était vraiment jouée comme une sorte de possibilité de tuer l'adversaire à distance assez facilement. Surtout que tu avais des cartes avec le Dredge. One-up, justement. Mais l'autre fait aussi, c'est le fait que, tu sais, exemple, tu avais des cartes qui avaient Dredge, puis tu n'avais plus de cartes qui avaient Dredge dans ton cimetière, ben ton but c'était de discarter ces cartes-là pour pouvoir les dredger par la suite aussi. Ouais, c'est ça. Tout en infligeant des dégâts derrière. Ouais. C'est plus vraiment joué aujourd'hui, mais ça a été joué à l'époque. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets dans dans la liste des cartes que je parlais, c'est parce que je sais que c'est une carte qui est plus jouée aujourd'hui. Mais pour avoir pas mal affronté une coupe de fois Dredge, je l'ai pas mal souvent croisé à l'époque, le fameux Conflagrate. Ensuite, on a 2 cartes que je vais parler en même temps. D'abord, il y a Empty the Warren avec le Storm. Et 2 gobelins pour 4 dont un rouge avec le Storm. Et bien sûr, le fameux Grave Shot. Les fameux decks Storm, le kill principal des decks Storm. Bon, Grave Shot, c'est le kill principal. Et ça, c'était un kill secondaire pour attaquer avec des tonnes de créatures. Pour la petite anecdote, moi, j'avais un deck Goblin Storm en grul. Que j'ai créé parce que je voulais. Parce que c'était le fun. Puis ça, c'était mon kill principal parce que j'avais une créature qui donnait ace à tous mes bonhommes. Bon, clairement, j'ai démonté parce que je jouais quasiment plus, là. Puis il était vraiment pas. Il était pas bon. Il était vraiment pas bon. Mais voilà. Donc, 2 cartes principales des decks Storm qui permettent de tuer l'adversaire après avoir cassé des tonnes et des tonnes de sorts. Point plus précis. Moins à cause des Shocklands. Aussi, oui. En effet, les Shocklands, on peut inclure les Shocklands. Bref. Et les Fetchlands. Là, il faut pas oublier les Fetchlands. Un bon vieux. Ensuite, Gargadon. Alors, ça, c'est pas vraiment une carte qui est jouée dans les gros decks de moderne, mais j'en parle simplement pour la simple et raison que je connais un gars qui jouait un deck qui jouait en fait avec le fameux Restore Balance. Il jouait un deck avec Restore Balance qui était trop cool. Le principe, c'est que tu à ce tour, tu faisais Restore Balance, tu sacrifiais quasiment tout, puis derrière, tu mettais les grands Greater Gargadon. Parce que en sachant que tu allais jouer Restore Balance, tu sacrifiais toutes tes lands, toutes tes créatures pour enlever des suspens compteurs au Greater Gargadon. Tu jouais Restore Balance ensuite pour que l'adversaire ait plus rien derrière. Puis après ça, t'achevais ton adversaire avec le Gargadon derrière. Là. C'était quand même assez le fun comme deck. Ouais, le plus drôle, c'est que j'ai un de mes amis qui faisait la même affaire, la même chose, mais lui, il faisait avec le cascade. Fait que Restore Balance, c'est la seule carte qui pouvait y aller. Il suspendait Gargadon. Genre, j'ai une carte avec cascade, ok. Après ça, le Restore Balance sur le stack, je sacrifie toutes mes créatures, je sacrifie toutes mes affaires. Boum, l'adversité ou quasiment plus de cartes dans ses mains, boum, fini. Après ça, le tour d'après, souvent le Gargadon arrivait, puis après ça, commençait à y aller. Là. Yeah! Ça, c'était vraiment le fun. Bref. Ensuite, on a Lightning Axe, une autre carte de Dredge qui n'est plus de Dredge et même qui peut vraiment jouer, c'est Lightning Axe, un autre removal. Ça, peut-être que tu le connais. Oui, tout à fait. Moi, j'ai joué plus dans le temps que c'était standard.
Et, tu sais, comme on peut voir, sinon, qui est déjà dans le deck Phoenix en Pioneer. Phoenix aussi en moderne, mais malheureusement, une des cartes, peut-être plus tard qu'on va voir, fait que cet archétype-là était enlevé à cause de ça. Ouais, ça c'est un peu triste en effet. C'est de quoi tu parles. Mais sinon, l'Atenax c'était aussi joué dans Dredge. Tu défausses d'une carte avec le Dredge pour infliger 5 de blessure à une créature. C'est quand même pas rien quand même, 5 de blessure pour un mana puis une carte défaussée que tu vas juste ramener dans ta main avec le Dredge. Voilà. Fait que, mais malheureusement, c'est plus vraiment joué aujourd'hui, Lightning Axe. Surprenamment parlant d'ailleurs. Mais bon, le mec il met tellement de créatures que finalement il a souvent pas besoin de tuer des créatures adverses, il va juste submerger avec ses créatures avec le dredge. Voilà. Donc ça c'est ça. Ensuite de ça, on a Mog War Gal, qui est joué dans les decks Tribal Goblin. Aux cartes dont. Non, c'est beau. Donc Mog War Marshall, qui est également joué, qui est avec l'écho. Quand il monte en jeu ou va dans le cimetière, tu crées une 1-1. C'est joué dans les decks Goblins. Ensuite de ça, on a Riftbolt, qui est joué dans Burn. Une des cartes qui permet d'infliger 3 blessures pour un seul mana. Il y a Suspense 1 par contre. Mais, contrairement à Ancestral Vision, c'est acceptable. Et ça peut même être mieux en fait, puisque t'infliges 3 blessures. Ça trigger le Monastery Suspect. Devient 1, 2, 3. Et ensuite, tu peux casser d'autres arrières, fait que devient encore plus gros derrière. Fait que ça peut encore plus faire mal de le faire. Au lieu de le faire tour 1, tu le fais au tour 2. Fait que ton tour 2 est beaucoup plus explosif avec le Riftbolt dans les deck burn. Effectivement, je pense que c'est une des seules cartes qui est jouée avec Suspend de la bonne manière. Comparé aux autres, les cartes sont cheatées avec des cartes avec cascade. Ouais, c'est ça. En effet. Ben, le Suspense 1, en fait, c'est pas si pire que ça. Là. Puis au pire, tu payes 3, c'est cher, mais voilà. Très, très bonne carte de burn. Il y a pas d'autre chose à dire. Non, effectivement. Ensuite de ça. Ouais, j'ai passé à côté de ces cartes-là. Surtout la. Ah, on a Tribal Flame, qui est une carte en fait qui fait partie des cartes avec le Old Frame. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a le petit sigle ici en violet. C'est pour dire que c'est un Old Frame. Bon, ça se voit que c'est un Old Frame. Tribal Flame qui est joué dans les decks Zoo Domain à l'heure actuelle. Effectivement, c'est une carte que tu n'es pas tant joué que ça au départ. Depuis que les triomphes ont commencé à exister, que recommencer à faire surface du fait que pour 2 de mana, faire 5 de dégâts à une créature à un joueur, ben ça peut aller d'en face, ça peut tuer justement la créature adverse. Ça peut tuer aussi un joueur si t'en as 4. Effectivement, ça fait Ça mal. fait 5, je rappelle, puis on a 20 points de vie. En passant, juste une chose, ce serait mieux que t'ailles sur Discord à la place. Je sais pas si tu regardes le live ou si tu regardes l'image que j'ai sur Discord, là. Je pense que je le vois sur Discord, ouais. Ok, ouais, parce que tu parles comme en décalage, en fait. Non, j'attends que tu finisses de parler avant de racheter mon commentaire. Ah, ok, c'est beau, c'est beau. Voilà, Tribal Flame, une très bonne carte actuellement très importante jouée dans ce domaine. Ensuite de tout ça, on a une carte bannie. Une autre carte bannie, ça fait 2. Hypergenesis, qui n'a jamais. Je sais pas si elle a déjà été légale en moderne, mais pas sûr. Je pense pas, je pense que le fait, même principe avec Ouais. tantôt avec le deck de Dark Depth, c'est que le combo a déjà existé avant que Modern existe. Fait qu'en fait, tu sais quoi, on va juste bannir la combo avant même que Modern Ah, c'est ça. existe. Hypergenesis, ouais, je pense que ça a été ban. En fait, ben, c'est juste amener les miracles en jeu. Il y avait la cascade, c'était facile à faire. Tu fais juste carte avec la cascade. Tu casses le sort, boum, je mets Emrakul en jeu gratuitement. Fait qu'en plus, je gagne le tour supplémentaire. Oh non, 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 tu le mets en jeu. Non, c'est. Non, non, c'est mieux. Tu mets Omniscience en jeu. Oui! Puis après ça, tu casses Miracle. Attends, Omniscience, il date de quand, là? Oh, mais je veux dire, Omniscience, là, peut-être plus à cette heure, mais je veux dire. Tu sais, je veux dire, dans le temps, peut-être que c'est les grosses créatures. Non, du temps, ça existait pas à l'époque. Au moment où Non, Hypergenesis était ban, ça existait pas. non, je sais pas qu'est-ce que le monde mettait dans le temps pour Keeper Genesis. C'est sûr que c'est juste le fait de, pour pas trop de mana, mais le fait que tu pouvais cascader dedans,
faisait que justement, tu pouvais juste Ouais, jouer c'est juste à n'importe cause quelle de ça. grosse créature. Mais l'affaire, c'est que si tu joues, si ton adversaire a des petites créatures et toi, t'as que des grosses créatures, ben tu peux aller un après l'autre. Puis l'affaire, c'est que tu peux. L'adversaire, s'il arrête, toi, tu peux continuer à jouer des cartes. Mhm. Ouais, c'est ça, c'est vraiment chiant, ça. Jusqu'à ce que quelqu'un ne puisse pas le faire, en fait. Parce que c'est marqué. Répète le procédure jusqu'à ce qu'un joueur ne puisse pas Non, le faire. until no one. Ça veut dire que si Oh, quelqu'un dit merde. moi j'en mets pas, tu peux continuer à en mettre un. Ah, ça, c'est. Ça, c'est méchant, ça, comme carte. C'est une carte de méchant. Exactement. Bref, normal que ce soit. Ensuite, on a Might of the Old Crosser. Ça donne plus 2 ou plus 4 si tu le joues pendant ta main phase pour un vert. Qui était joué dans Infect. Oui. Qui a été malheureusement après ça remplacé par d'autres cartes avec X-Proof plutôt. Mais Ouais, l'expose, c'est plus efficace. même chose, elle aussi. Elle a jamais vraiment de print. Puis quand elle a été reprintée, après ça, elle a été printée tellement de fois que la carte vaut plus rien. Non, pas tant que ça. Il a été reprinté dans Modern Master 2017, dans Time Spiral Remaster, puis dans Double Master 2022, puis c'est. Ben c'est ça, sauf que ces sets-là ont comme. Ouais, c'est vrai. Double Master, c'est son premier reprint. Double Master 2007, c'est son premier reprint. Mais je veux dire qu'après ça, il a comme eu back-à-back, année après année, il a comme eu des reprints. Fait que c'est juste comme. Qui a été imprint en commune, Juste maintenant. exemple, dès qu'elle était reprintée en Modern Master 2017, elle avait déjà baissé de prix d'une manière assez. Et d'ailleurs, techniquement, il a été reprinté la dernière fois en commune, donc ça veut dire qu'il est légal en popper. Effectivement. Alors qu'avant, c'était une incommune. Première apparition de Chromatic Star aussi. Une carte qui est jouée dans Tron. Ça permet de récupérer. Ça permet d'avoir facilement le vert sans avoir besoin de forêt pour pouvoir caster le fameux. Un autre sort de rituel qui permet de chercher une carte incolore ou un terrain pour le mettre dans nos mains. C'est un peu comme Mishra's Bubble, ça permet aussi de le remplacer parce que dès qu'il va au cimetière, même si tu peux le. Même s'il va au cimetière, même pas avec son propre Non, c'est effet, pas exactement ça. Non, c'est pas du tout ça, parce que ça reste que. Non, c'est pas une carte à la Mishra Bubble. Lui, par contre, il arrive, puis ça permet juste d'avoir le vert qu'il faut, mais ça donne. C'est pas une carte gratuite, en fait. À part là. Non, c'est pas une carte gratuite là-dessus, je sais, mais je veux dire que par là, c'est qu'elle se remplace elle-même. C'est plus ça que je voulais dire. C'est le fait qu'elle se remplace elle-même. Fait quand même que tu peux aussi baisser ton. Le deck va pouvoir aller plus facilement aller chercher sa win condition dans Tron à cause de ça. Exactement, ouais. Donc, il y avait une autre carte pareille. Lotus Bloom, ça c'était joué à l'époque en moderne, je pense. Je me souviens bien. J'avais vu. Il y avait, me semble, des decks qui jouaient, notamment le deck Egg, me semble, si je dis pas de bêtises. Lotus Bloom qui est une. Le fameux deck prend 45 minutes à jouer. Ouais, le fameux deck Egg qui jouait le Lotus Bloom, Suspense pour 3, qui fait référence évidemment au Black Lotus. Quasiment plus rien à cette heure. Je regarde la Le balance. problème à cette heure, c'est qu'avec le temps, il y a juste eu des meilleures cartes qui ont été, qui ont été printées, qui est plus intéressant, parce que le problème de Lotus Bloom, c'est littéralement quand tu veux le jouer, ça va te prendre 3 tours avant que tu puisses réellement le jouer. Ouais, vive le suspense 3. Hein. Le suspense, une mécanique que quand quelqu'un voit des mécaniques suspense, personne va les jouer. Je veux dire, le Mox Tantalide, le dernier Mox qui est sorti, il y a quasiment personne qui le joue. C'est triste à dire. Non, mais... ça, le seul but, c'est de jouer des spells qui coûtent cher, mais qui ont un effet puissant quand tu le suspends, mais que tu le cheats avec cascade. C'est pour ça qu'à ça, je pense que Wizards vont juste comme prêter des cartes qui n'ont pas nécessairement un gros cascade. Quoi qu'ils en ont prêté un plus tard qu'on va en reparler. Yes. Ensuite de ça, on a Academy's Ruin. Qui a été joué pas mal en moderne un peu avant. Plus aujourd'hui, là, mais le fait de pouvoir ramener un artefact depuis ton cimetière sur le top, là. Mais je pense que c'est plus vraiment joué aujourd'hui à Academy's Ruin. C'était joué. Non. Ça a été joué dans Lantern Control. Ouais. Peut-être. Il y avait peut-être des listes qui étaient, disons, de. Non, c'était pas joué dans Affinity par contre. Affinity, peut-être, mais non, rarement. je pense pas que c'était joué dans Affinity. La seule chose que je me souviens, sinon, c'est Mono Blue Tron. Parce que le but, c'était de mettre Mindslaver sur le dessus du deck, puis de le rejouer, de le rejouer, de le rejouer. Ouais, c'est ça. Prochaine carte ensuite, bah c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, c'était plus vraiment joué aujourd'hui. Ah ça c'est une carte que j'aime pas. J'aime Soul's Cavern. Si
il est dans ta main de départ, mais que tu n'es pas le joueur qui commence la game, tu commences en jeu avec un lock counter. Et sinon, si tu le fais, tu exiles une carte de ta main. Puis ça donne soit du colorless, soit un mana de n'importe quelle couleur s'il y a un lock counter dessus. J'aime pas cette Je carte. pense que le seul deck qui le joue réellement, c'est Dredge, parce que j'ai vu des decks de Delic de Dredge que des fois, ils jouent pas Game 1, Game 2, s'ils savent qu'ils vont pas commencer, ils vont le racheter, puis Game 3, s'ils commencent, ben, ils vont l'enlever. C'est très peu joué, puis comme dit, c'est souvent une carte de sideboard de une fois de temps en temps dans un deck Dredge. Ouais, mais il est surtout joué à l'heure actuelle dans les Témur Cascades en fait. Surtout dans les C'est Témur vrai que Cascades. c'est vraiment de pouvoir cascader, ou c'est vrai. Le fait de pouvoir cascader un tour plus tôt. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas ce terrain-là. Ça permet d'annuler le fait c'est quasiment t'annules le fait que tu commences la game, genre. Carte de cancer, ça. J'aime pas cette carte-là. Je la trouve vraiment broken. Sinon, d'autres cartes. Il y en a encore, oui. On a ensuite Lord of Atlantis. Hop. En plus, il me donne directement le print de quoi. Donc, plus 1 et traverser des îles à toutes les autres merfolk que tu contrôles. Simple, direct, efficace. Surtout qu'en plus, directement, ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi une carte d'aura de Zendikar là, qui permet de transformer un terrain en île. Surtout quand tu transformes un terrain en île, hey, tous mes bonhommes sont imbloquables. Voilà. Plus 1, derrière. La dure vie d'un joueur de Merfolk. Exactement. C'est le vrai classique. D'ailleurs, Merfolk, c'est joint à l'heure actuelle, hein. Depuis Oui, certain temps. c'est comme un peu comme les genre gobelins ou elfes. C'est toujours des decks comme qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, qui revient. C'est un peu aussi comme les fameux decks, un nouvel exemple, nouvelle saison de standard. Ah, Mono Red, Mono Red arrive, va gagner quelques tournois après ça, ça disparaît. C'est comme des affaires qu'on peut jamais comme vraiment enlever. Ok, ouais. Ok, ensuite, manques-tu. Je l'avais marqué. Wall of Fruit. Il était imprinté pour la première fois dans Time Spiral Shifted. Alors qu'avant, il était dans Mirage. Wall of Fruit, qui est joué dans Young Mode Evolution. Defender 0.5 pour 2 dans un vert. Tu peux mettre un moins 0, moins 1 counter dessus pour gagner un mana vert. Une seule fois par tour. Voilà. C'est un mur qui bloque bien les decks aggro, ça fait chier. Mais surtout, c'est le fait, c'est comme une des seules cartes, c'est un peu comme si donnerait son mana habilité Ace, techniquement, parce que tu peux le faire pendant le tour de l'adversaire, tu peux le faire dès que tu pourrais le jouer. Je ne verrai pas pourquoi, mais tu peux le faire. Ouais, ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ça permet d'avoir directement du mana pour jouer un autre tour derrière. C'est bien chiant. Voilà, désolé si je bagne un petit peu, parce qu'on est toujours... Il y a une fun fact avec Wall of Fruit, par exemple, que je donne. Là. Ouais. C'était une carte que tu pouvais... Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est que dans le temps de Magic, tu avais des in-between turns. Ok. L'affaire, c'est que tu peux le jouer une fois par tour. Sauf que dans in-between turns, tu pouvais l'activer le nombre de fois que tu pouvais. Fait que tu pouvais littéralement faire infini de manœuvres avant de tuer ton Wall of Fruit. Je ne sais même... sérieusement, je ne peux pas... J'ai vu ça sur une vidéo et je ne comprends genre comme pas comment que ça a été fait parce que comme je dis, c'est même dans quelque chose que même moi je ne connaissais pas quand j'ai commencé à jouer à Magic, les in-between turns. Aïe aïe. Ça doit être une vieille règle obscure qui a été corrigée par la suite, ça... Oh oui, c'est comme le fameux mettre dommage sur stack. Ou encore le mana burn. Oui, effectivement. Le fameux mana... la brûlure de mana. Français. Ensuite, The Rack en personne. Donc, des cartes venant de Time Shifted. J'attendais cette carte-là. L'une des cartes principales du deck A-Track. Bon, c'est pas un deck qui est vraiment dans la méta aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même un deck qui a été souvent qu'on voit de temps en temps, là, puis voilà, qui peut être cancer comme deck des fois, là. Donc, en gros, ça te dit, au début du joueur upkeep, ça fait X dommages à ce joueur en question. X c'est égal, X c'est 3, moins le nombre de cartes qu'il y a dans sa main. En gros, il faut qu'il y ait pas beaucoup de cartes pour que ça fasse vraiment mal.
2 cartes, ça fait 1 dégât. 1 carte, ça fait 2 dégâts. Pas de carte, ça fait 3 dégâts. Et si vous regardez au début, il marquait Choose an opponent. Ça veut dire que ça passe par-dessus Hexproof. Exactement, ouais. D'ailleurs, on peut le voir dans certains reprints, là. Ouais, c'est ça, do that player, mais c'est pas chosen player à cette heure. C'est écrit autrement aujourd'hui. Bref. Ensuite de ça, si je dis pas de bêtises. Gemstone Mine. Lui, était imprimé pour la première fois dans Red Online. Je pensais pas que c'était time shifted, je me rappelais plus. T'arrives avec 3 mines counter dessus, puis ça donne un mana de n'importe quelle couleur quand tu l'engages, mais quand tu en as plus, tu sacrifies le terrain en question. Si je me rappelle bien. C'était joué dans Dredge, si je me trompe pas. Ouais. Exactement. La star et plus de monde vont peut-être plus jouer Steel of Brass ou Mana Confluence. Ouais. Si je me Mais trompe c'est pas. surtout aussi joué dans Cascade également. Ah oui, c'est vrai. Et un peu dans Ordnance Scale. Et Et non, je me suis trompé. En fait, j'ai pas cherché la bonne carte. Attends, je vais checker. Ah non, c'est plus vraiment joué en fait. C'est joué un petit peu dans Dredge, dans Glimpse Cascade, mais c'est pas la même chose pantoute. Non, c'est plus vraiment joué à ça. C'est plus un peu joué en fait. Non, ça dit, c'est vraiment une petite affaire qui est jouée une fois de temps en temps, puis c'est à peu près ça. Là. Mais tu sais, à cette heure, les decks de Dredge vont quasiment jouer plus Mana Confluence que justement Gemstone Mine. J'ai quand même confondu quand même là. Voilà. Et enfin, on va enfin parler d'une dernière carte qui est jouée dans Infect, Pandalaven. Donc, soit tu tapes pour un mana vert, soit tu l'engages, puis une créature ciblée 1-1 de gagne plus 1 plus 2 jusqu'à la fin du tour. Qui est joué dans Dredge. Dans Dredge, je dis des conneries. Qui était joué dans Infect. Le fait que tu peux donner juste plus 1 plus 2 en tapant la laine sans payer rien d'autre de mana, fait que t'as 22 Ton 3. jeu de cartes? Ah oui, effectivement. Sans jouer de cartes, ouais. Quand t'as plus de cartes, mais tu peux quand même booster pour mettre un Infect de plus, là. Oh non, ça. Voilà. Enfin, ça, c'était la dernière carte de Time Spiral. Enfin. Fait qu'au final, dans toute cette histoire-là, le placerait où l'édition Time Spiral? Le problème, c'est qu'est-ce que je vois, c'est que Time Spiral a beaucoup de cartes, mais beaucoup de ces cartes-là ont été jouées, Et plus mais maintenant. sont plus nécessairement jouées. Ouais, Fait que je reçois plutôt bien, voire correct. Parce que oui, autant qu'il y a beaucoup de cartes, mais comme. Tu sais, c'est cette carte-là est un peu jouée dans tel deck. Ah, cette carte-là est un peu jouée. Je pense que c'est Rift Bolt qui est une des. Ben non, c'est Rift Bolt Living End, qui sont quand même pas les deux grosses cartes qui sont encore jouées. Fait que je le mettrais peut-être en plutôt bien. Je suis assez d'accord avec toi en vrai. Parce qu'il y a quand même suffisamment de bonnes cartes qui est jouées dans certains decks pour que ça mérite d'aller dans les plutôt bien, honnêtement. Puis le reste, ça, c'est le petit sparkle de toutes les autres petites cartes qui étaient jouées puis sont des fois un peu jouées. Ouais, c'est Qui ça. font que justement. Exactement. Ok. T'inspires-tu? Ok. Bon. On va maintenant parler de la prochaine édition du bloc Planar Chaos. Ça, là, Planar Chaos, c'est pas compliqué. Là-dedans, ils avaient créé des cartes qui étaient color shiftées. C'était la première fois qu'on avait des variations de certaines cartes, mais dans d'autres couleurs pour la première fois, en fait. C'était, me semble qu'il le marquait assez différemment, là. Planar Chaos, ici, là, c'est un peu particulier comme bloc, parce que on faisait dans le rétro dans Time Spiral. Ensuite, on a dans la colorisation de cartes nouvelles. Ok, j'en recommence. Pagaille pas mal. Mais dans Planar Chaos, c'était une nouvelle colorité pour des cartes qui existaient dans d'autres couleurs avant. Vous allez voir, là, il y a quand même pas mal. On a quand même déjà un premier exemple avec le fameux Damnation. Ça, par exemple, c'est littéralement un White of God, mais en noir. Et d'ailleurs, c'est marqué par le fait qu'ils ont un frame différent sur les cartes, en fait. Avec ça ici, là. C'est un que j'aime vraiment particulièrement, je trouve. J'aime bien le fait qu'il accentue le fait que la carte a été vraiment Ouais, c'est ça. switcheroo de couleur. Exactement, donc. Damnation qui était pas mal jouée dans certains decks à l'époque, mais plus maintenant aujourd'hui, malheureusement.
C'est Je pense que le seul deck qui l'utilise encore, c'est Mono Black Coffer. Puis t'es même déjà là, ce deck-là, il est vrai. pas. Ouais, c'est pas un deck. C'est un deck cool, mais c'est pas un deck méta, malheureusement. Sinon, on a Mana Tide. Et que. Où Mana Tide? Mana Tide, t'es où? Mana Tide. Ah, il est là. Voilà. Là, encore une fois, changement de couleur. C'était un counterspell en bleu qui servait à rien, mais comme il est rendu en blanc à cette heure, en fait, c'est un peu ce que j'appellerais comme le Ganondorf de Smash Bros Ultimate. Je sais que c'est un peu bizarre comme comparaison, mais en gros, c'est une carte qui est mauvaise et qui est quand même jouée de temps en temps par certains joueurs parce que c'est une carte qui est un counterspell en blanc dans des decks dont tu t'attends pas à affronter des counterspells en fait. C'est effectivement ça le but. Des fois, ça m'arrive, un de mes amis qui joue, exemple, un deck mono blanc, puis t'arrives, tu fais comme mana type, t'es comme. What? Ouais, c'est ça. Ah. Tu peux vraiment couper en deux un joueur quand t'arrives à le caster au bon moment. Mais le problème, c'est qu'il y a juste à payer un pour outrepasser l'effet, donc c'est pour ça que c'est une carte mauvaise en fait. Non, Mais ça reste que que comme c'est moins blanc. qu'elle va être bonne, mais c'est quand même drôle de commencer avec un land, puis là, que personne te fait comme Ragavan, t'es comme mana tête. Oups. Voilà, c'est quand même. C'est vraiment une carte mauvaise, mais qui est quand même jouée par certains de temps en temps. Parce que c'est quand même le fait de contrer des sorts dans des decks non contrôle. Voilà. Mais sinon, des decks contrôle, ils joueront pas cette carte-là. Sur des counterspells en bleu. Voilà. Et un autre exemple, un troisième exemple. Steam Spirit Guide. Qui est une carte bannie en moderne. Encore une fois. Elle est devenue bannie tout simplement parce que tu pouvais jouer des cartes un tour plus tôt. Fait qu'exemple, avec un Steam Spirit Guide, tu peux jouer un Blood Moon tour 2. Fun fact, dans une des games que j'ai joué avec le deck, je parlais de Restore Balance, justement, d'un de mes amis, il me l'avait prêté. Une game que j'ai faite contre lui, j'ai littéralement joué Nairi, celle que tu peux plus 2, tu discartes une carte, puis j'ai une carte. Puis son ultimate, tu mets Miracle en jeu, puis t'attaques avec. Là. Je l'ai joué tour 1 parce que j'avais 3 Semen Spirit Guide dans ma main, Blood Moon ainsi que Nairi. Je vais être bon, ben, I guess que je vais jouer Nairi. Nairi tour 1, c'était comme bon, ben, la game est finie, là, tu peux rien jouer, tu peux pas gérer ça. Ça c'était méchant. Il y a aussi le fait que c'était également joué dans un deck qui était pas méta, mais qui était quand même joué par certains parce que ça permettait de gagner assez violemment. Tour de Bridge. Te rappelles-tu quelque chose? Ah, le voilà. C'est vrai, ça. Je l'avais oublié. On en avait déjà parlé dans la précédente partie, dans la première partie, là, mais voilà, c'était joué dans ce deck-là, le State Guide pis tout. Voilà. C'est surtout que, en fait, quand ils ont banni cette carte-là, ils voulaient bannir des cartes qui étaient juste broken à ce point-là. Là. Bref. Une carte vraiment violente, violentissime. Qui est une variante, en fait, de l'Elvish Spirit Guide. Je vais vous montrer la variante de ce que c'est. Donc voilà, Elvish Spirit Guide, c'est la même chose, mais en vert. Et du coup, ils ont créé cette version en rouge. Et voilà. Sinon, oui, on va parler de deux autres cartes qui n'ont rien à voir, donc, Urborg. Le fameux terrain, Ah, il est là. Non, c'est pas ça. Le fameux Urborg. Terrain qui dit que tous les terrains ont le type soin en plus de leurs autres types. Lui-même comptant inclus, donc tu peux le taper pour faire du mana noir. Donc c'est pratique qui est joué évidemment dans Mono Black Coffer, justement, pour avoir justement tous tes terrains en soin, fait que ça fait beaucoup de mana. A-Track aussi, ça joue des fois 1 à 2 copies parce que le fait que tu as beaucoup de spells coûte 2 noirs, puis tu as des utilitaires comme Urza Saga ou. Et on a également aussi. Foundry, ben. On a aussi le fait qu'il y a des terrains, il y a genre des Mutavoles dans le deck, si je dis pas de bêtises. Dans A-Track. Ouais, mais ça, Mutavolt est rendu avec. Je sais que dans A-Track, Mutavolt est changé par Merchant's Factory. Le fait que c'est un artefact rajoute une petite affaire de plus. Ok, ouais. Donc, Urborg. Et enfin, on va terminer avec une carte qui est pas vraiment jouée. Mais que j'ai déjà croisée une fois.
Il y a un deck basé sur le casse-terrain, puis il y a ça là-dedans. Donc, boom et bust. Détruis un land ciblé que tu contrôles et un land que tu ne contrôles pas. Deux seulement, dont rouge. Donc, le principe du deck adverse, c'est que ce qu'il faisait, c'est que je vais jouer des terrains indestructibles. Et voilà. Ouais, c'est ça. Fait que du coup, je vais casser ton terrain. Je vais casser un terrain, mais qui peut pas être détruit. Parce que oui, tu peux faire ça. Donc, on va essayer de détruire un terrain qui est indestructible. Ça ne sera pas détruit. Mais techniquement, t'as le droit de le détruire. Enfin, t'as le droit d'essayer de le détruire. Voilà. Donc, une petite mention, voilà, honorable. Bref. Ok, donc, plan Archéo. De ce que je vois, à l'heure actuelle, Urborg, c'est pas vraiment méta. Manhattan, c'est pas vrai. Damnation, c'est pas vrai. Je le mettrais dans le ne sert à rien, malheureusement. Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que moi, je l'aurais peut-être mis. Je le mettrais pas dans plus bien, c'est sûr que non. Ça aurait été correct le maximum que j'aurais pu lui donner. Parce que justement, le seul affaire que les seules cartes qui sont jouées dans les decks méta qui sont même plus bas. Mais ouais, ne sert à rien. Peut-être que je pourrais comprendre le fait que c'est des cartes qui sont tellement peu jouées C'est ça, c'est triste à que, dire, tu sais, je veux mais dire, ouais. voilà, malheureusement, plan Archéo, il sert à rien. C'est triste. Salut le style vegan, j'espère que tu vas bien. Ça d'un bon matin à toi et à Maman Joue également. Bon. Maintenant, on va parler enfin d'un autre gros morceau. Future Side pour la prochaine édition qui se trouve ici. Future Side donc. Ça là, c'est extrêmement particulier comme édition parce que c'est une édition où ça a été le terrain de plein d'expérimentations de la part des développeurs en termes de carte design. Il y en a des affaires bizarres là-dedans, ça n'a pas de bon sens là. Je veux dire, on a un équipement pour terrain. Il y a un Enchant Graveyard, me semble, ou un Enchant Instant Sorcery, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. On a un. En tout cas, vous allez voir, il y a des cartes avec des concepts vraiment particuliers. T'as aussi. Tu te souviens des. Attends, c'était quoi le nom déjà des cartes qui finalement est apparu dans Unstable? C'est un type. Les Contraptions. Exactement, ouais. C'est une carte qui dit comme les autres contractions ont +1/+1, sauf qu'il n'y avait pas de contraption autre que lui-même. Ouais. Mais ça, parce que Future Sight, c'était littéralement genre, exemple, la mécanique de Delve n'a pas existé avant Cans of Tarkir, si je me trompe pas. Ben, il y avait une carte de Delve qui était Logic Knot, qui était jouée, qui était dans Future Sight, justement. Toutes des cartes avec Logic des Knot, c'est mécaniques pas qui sont Delve. arrivées beaucoup plus tard. Ou même qu'on dit, ah, regardez les cartes dans Magic, dans 15 ans, ça va être ça le style. 15 ans plus tard, finalement, ça l'a pas changé. Ouais, c'est ça. Ah oui, t'as raison, ouais, c'est Delve. Attends, dans Future Sight, c'était pas ça qui était marqué. Ah oui, c'est. Effectivement, c'était Delph. T'as raison, je disais des conneries. Logic Note, un counterspell qui malheureusement n'est plus joué aujourd'hui, donc c'est vraiment plein de mots-clés nouveaux qu'on n'avait jamais vu de la vie, puis que. Il y en a plein des exemples comme ça, tu sais, vous allez voir. Plein de cartes avec des trucs vraiment bizarres. Genre, déjà. Euh. Daybreak Coronet. Daybreak Coronet qui est joué dans les decks Buggle, ça demande d'enchanter une créature qui est déjà enchantée. Bon, après, c'est très puissant comme enchantement, c'est pas pour rien qu'il est joué dans les decks Buggle. +3/+3, First Strike, Vigilance, Lifelink. C'est quand même très très puissant, mais il faut quand même t'enchanter une créature déjà enchantée. Sinon, c'est plus un target valide, ça va au vidange. Attention avec ça. C'est quand même une excellente carte pour Buggle, même si Buggle c'est plus vraiment joué. Même si j'en ai peut-être croisé un ou plusieurs, mais bon, c'est. Voilà. Je pense que Buggle, je le mettrais dans le même style que Merfolk, ça va, puis ça vient, genre, ça revient de temps en temps, puis ça repart après. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a des cartes qui coûtent 0, mais dont tu dois payer un certain coût à ton prochain tour pour pas perdre la game. J'en viens pour preuve le pack de négation. Attends, là, comment ça s'écrivait déjà? Il m'a montré la version, allemande. Pax der Verlinberg. Ok, je l'ai mal prononcé. Ok, on va revenir en pack de négation. Un exemple, c'est des cartes qui coûtent 0. Il y a un cycle là-dessus, donc il y a genre le Summoner's Pact qui permet d'aller chercher une créature verte pour 0. Pack de négation, c'est contre-sort pour 0. Fait qu'il faut que tu payes 5 dont 2 bleus, sinon tu perds la game. Ton prochain tour.
Pour la petite anecdote, il y a quelqu'un qui, si je m'en souviens bien, il avait cassé Summoner's Pact dans un deck avec lequel il est allé chercher justement les petites abeilles, une grosse reine des abeilles qui donnait 4 en 1, je m'en rappelle plus c'est quoi son nom. Et après ça, j'ai joué avec Magus of the Moon derrière. Il y avait pas de mana vert! Ah, il a pas de. Ah. C'était niaiseux à Fudge. Fun fact, ben, dans tous les packs Cycle, le seul qui est encore vraiment joué, c'est Summoner's Pact. Pact of Negation, t'es joué plus dans les decks comme Abnodium, les decks combo qui étaient pour je vais combo ce tour-là, donc je vais avoir de quoi pour être. C'est pas grave de counterspell tes spells. Je paierai pas le mana cost du prochain tour parce que la game a fini là. Exactement, ouais. Si je l'ai bien noté. Mon Omnat, c'est le Omnat Locus Operation, celui qui est 4 couleurs, qui était dans le Star Championship. Je l'ai gagné parce que justement, mon adversaire a oublié de payer son Summoner's Pack au tour d'après. Ouais, c'est ça. Oups. Donc, il n'y avait pas que ça. Ensuite, Logic Dawn, on en a déjà parlé. Ensuite, on a une carte qui est jouée dans Dredge, encore aujourd'hui. C'est une carte avec un nom vraiment tout croche, qui est réapparu dans Guilds of Ravnica, le Narcomoeba. Une illusion 1-1 flying qui dit que quand il est mis dans le cimetière depuis la librairie, tu le mets en jeu. Voilà, c'est ça encore une fois, c'est genre, tu le mets dans ton cimetière, tu le mets toi-même pour que tu le mets directement en jeu. C'est vraiment super particulier pour l'époque, là. Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose de normal que tout le monde connaît parce que c'est joué dans Dredge, même si Dredge, c'est plus vraiment méta aujourd'hui, malheureusement, à cause de sa trop grande fragilité au deck aux cartes anti-cimetière. Et voilà. Ça, c'était joué dans Dredge. Mais fun fact, on peut voir aussi le type de carte qui avait l'air de comme potentiellement qu'elle allait avoir. Qu'est-ce que moi j'aimais bien de ce concept-là. Bon, le côté Manaka, je l'aime moins, mais le fait qu'en haut à gauche, on pourrait voir le symbole qui est de créature qu'on peut voir maintenant, exemple dans Magic Arena, quand on veut voir les types, quelque chose comme ça, qui était comme premièrement représenté. Là. Dans les instants comme Logic Node, on voit que c'est un éclair ou des choses comme ça. Fait que c'est facile de pouvoir comme bien identifier le type de carte en ayant le logo en haut. Ça, j'aimais bien comme concept. Inconvénient, c'est vrai que le Manakos, par exemple, dans le côté comme ça qu'on peut voir. Ouais, c'est un petit peu. C'est peut-être une des raisons pourquoi que 15 ans après, les cartes ressemblent encore à des cartes de Magic. Ouais, c'est ça. On a aussi la première apparition du Tarmo. Vous vous souvenez du Tarmogoyf? Voilà. Ça, là, c'est une vieille gloire du moderne. Le deck June Midrange que je détestais affronter, que je déteste toujours affronter, tellement c'est. Il y en a qui disent, oh, c'est un deck fer. Non. John, c'est le deck fair, justement. C'est totalement l'inverse. C'est le deck qui va du 1 pour 1 avec des cartes comme Dark Elfinen qui permet de piger des cartes de plus, qui fait que tu finis par gagner la game. Je pense que John était le deck le plus fair. Le problème aussi de John, c'était le deck le plus cher dans sa méta à cause du fameux Thermagouth. Il valait plus que 100 piastres l'unité. Il y en a de votes pareil. Et à chaque Master Set était reprinté en mythique, le prix baissait et remontait à 200$. Ah, c'est ça. Non, pas 200$. Genre à peu près 110$ à peu près. Là. Non, ça a pris énormément de temps. Genre, Monomaster 2013 était printé, il valait encore 200$. 2015, je me rappelle, c'est le premier Master Set que j'ai ouvert dans le temps avec Karn, les Eldrazi, tout ça, les premiers reprints de Emrakul, tout ça. Il a baissé, il a remonté à 200$. Monomaster 2017, je crois que ça commençait à le faire baisser. Et à ça, la carte, elle vaut combien maintenant sur le site en ce moment, tu peux voir? Là? Il vaut à peu près. En USA, là, en fait, dans les en argent US, il est à peu près en moyenne entre 11 et 15$. Ça veut dire qu'il a perdu 90% de sa valeur en quelques années. Ouais, tout c'est ça. Fou comment c'était la carte la plus chase. Le monde ouvrait ça, t'es comme, OK, je rembourse ma boîte, quoi que ce soit. Même, fun fact, il est arrivé, je pense, c'est un tournoi de Modern Master 2017 ou 2015, que quelqu'un, pendant le tournoi, était on camera, c'est-à-dire qu'il ouvrait ses packs et on le voyait. Il avait ouvert un Thermagouth foil. Ça par contre! Puis, il jouait aucunement dans ces couleurs-là. Mais, tu sais, c'est littéralement, tu prends la carte, c'est 400$ dans tes poches directement. Je dis ça même, entre une commune à 15 cents qui quête ton deck, puis littéralement 400$ dans tes poches. Fait que tu perds, exemple, dans le top 8, là, tu perds ta game, tu as quand même juste avec cette carte-là 400$.
le fait que cette carte-là ait même été vendue en enchère valu plus que 400$ à cause qu'elle a été filmée, le fait que c'est une carte de plus, c'est Aïe, comme un moment aïe. historique. Cette carte-là a été vendue, je pense, pour plusieurs milliers de dollars. Tabarnak. Oh my god, c'est n'importe quoi, là. Surtout la vieille version qui vaut encore cher aujourd'hui, malgré tout. Si je ne me trompe pas, là, dans le temps que Thermogol valait 200$, un Thermogol de Further Sight Foil valait 1000$. C'était vendu 1000$ au face-to-face aussi, j'ai vu ça, là. Ouais. C'était genre capoté ben raide, là. Bref. Moi qui avais eu l'idée de me faire un Temur midrange avec des thermos, pis tout, ouf. Mon dieu, bref. Ouais. À ça, tu peux. C'est beaucoup plus. Ouais, c'est plus facile à cette heure. C'est plus facile. Même les Liliana de Voice, ça vaut genre encore une cinquantaine de piastres. Oui, le fait qu'elle Parce était que je jouais surtout en Pioneer aussi. énormément. Non, même pas. Ma boîte sur 50$, elle a déjà valu 100-110$. Ouais, ça, moi, je me rappelle, rappelle. Modern Masters 2017, elle est tombée à 70$, puis là, elle était prêtée à 100$, elle vaut genre 20 ou 30$. Ouais. Ça reste quand même une grosse carte chère, encore aujourd'hui, malgré tout. Non, mais je Pas veux dire, rien, mettons, 30 si on piastres. compare John, mettons, comment il serait rendu là aujourd'hui, puis comment il vaut comparé à John dans le temps. John était le deck que tu voulais pas jouer parce que c'était un deck à 1000-1500$. Ah ouais. Parce qu'il faut pas oublier aussi les fetch. Ça allait être très cher aussi à cette époque-là. En tout cas, bref. Ensuite, on a une carte bannie. Bridge from Below, ou le pont des enfers en français. Ça, c'est bizarre. Comme des fois, de ça, il y avait des mécaniques vraiment whack, puis Bridge from Below est une mécanique vraiment whack. Exactement. C'est une carte qui ne servait à rien en jeu, puis qu'il fallait que tu le mettes dans ton cimetière. Dans le mana cost, il servait à rien. Ton deck. Pour 3 noirs, il faisait rien. Littéralement. Parce que c'est une carte qui trigger uniquement quand dans ton cimetière. C'est-à-dire, à chaque fois qu'une créature non-jeton est dans ton cimetière, si Bridge of the Bolo est dans ton cimetière, tu mets 2-2 zombies. Quand une créature et un adversaire va dans le cimetière, si Bridge of the Bolo est dans ton cimetière, tu l'enlèves de la game. Ah, tu l'exiles. Ouais. C'est tellement bizarre. Dans les decks Ogak, je pense que Dredge jouait pas Bridge from Below, je me trompe pas. Non, c'est Vengevine, c'est ça, les decks de Vengevine. Exactement. Ça, on va en parler plus en détail plus tard parce que, oh my god, c'était... C'est simple, là, c'est les pires 2 mois de l'histoire du moderne. Littéralement. Ouais, là-dessus, ouais. Fait qu'on va en parler beaucoup plus tard. Aussi, ça. Bridge from Below était littéralement, comme dit, ça a pris, même chose sur une carte, ça a pris beaucoup d'années, je pense, avant d'être joué, c'était joué. Mais le problème avec Bridge from Below, c'est quand tu veux jouer le plus efficacement, c'est difficile d'avoir du removal. Parce que, à moins que ce soit de l'exile. Parce que tu tuais la créature de ton adversaire, tu perdais tes Bridge from Below. Ouais, c'est ça. Ben, il fallait te sacrifier un bonhomme, puis c'était suffisant pour se débarrasser du Bridge from Below. Mais le problème, c'est quand t'en mets plusieurs, tu mets des tonnes de zombies. Non. C'était vraiment absolument broken et insane. Simplement. Je trouve ça quand même drôle parce qu'on dirait que Future Sight, quand on y repense de même là, en rétrospective, il y a des cartes que tu fais comme ok, ça référait du sens que ça serait des Silver Bordered Cards. Là. Ça ressemble vraiment à des cartes Unstable, des choses comme ça. Notamment les fameux contraptions, là. Ouais, ça, où j'enchante une instant dans ton cimetière, là. Ouais. Je mets un enchantement dans mon cimetière. Ou même, je joue un équipement pour terrain. Oui. Ouais, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais... c'est que je l'ai mis dans une fortification que celle-là comme habilité. Ouais, c'est ça, c'est une fortification, c'est ça. C'est un équipement pour terrain. J'ai même mis dans mon deck de Noyador quand même. Yes. Tu mettrais un Silver Border, puis le monde te fera c'est des cartes Unstable. Puis tu fais non, c'est des cartes qui existent vraiment, que tu peux jouer légalement dans des decks. Ah, c'est ça. Même si les cartes bizarres de main, ça a déjà existé dans le vieux temps, mais bon. Bref. Ensuite de ça, prochaine carte. L'une des rares apparitions qui existent dans l'histoire de cartes modernes. Évidemment, quand on voit le mot apparition, on pense surtout aux cartes de Lords of the Ring à l'heure actuelle, avec les Nashgull et tout. Ça, c'est une autre apparition qu'on peut mettre dans le deck. Et qui fait aussi partie des cartes qu'on peut payer 0 pour piocher une carte. C'est une carte qui n'en est pas un, en fait. Voilà. Recyclage, payer 2 points de vie, piger une carte, et 3-4 traversées des forêts pour 5 dons de noir. Et qui est également joué dans les decks Living End, également. Mais tu sais, souvent, les decks qui avaient Street Rate, on disait littéralement c'est des decks à 56 cartes du fait que Street Rate se cyclait pour des ou même points 52 de vie. quand t'as le Mishra Bubble derrière.
Et après ça, tu tombais à 48 avec Gitax Pro. C'était rendu Ouais, n'importe mais quoi. c'est un autre sujet. On va en parler plus tard, ça. Oui, c'est On va en parler plus tard. Bref, donc, qui était joué également dans les decks Death Shadow, notamment les Golgari également. Bref, c'est une carte vraiment cool. Il était pas mal joué dans plein de decks, justement, comme pour avoir comme si t'avais 4 cartes de moins, genre, notamment dans les decks midrange aussi. Il y avait plein de decks qui le jouaient par-ci par-là en 4 exemplaires pour quasiment diminuer le nombre de cartes qu'il y avait dans son deck. C'est une bonne carte, même encore aujourd'hui. Ensuite, donc, on a aussi un cycle de cartes de créatures bizarres, mais qui font référence à des enchantements. Dont le Magus of the Moon, qui est une 2-2 pour 3 dans un rose, qui fait comme Blood Moon, en fait. Et qui est une illustration vraiment bizarre, en vrai. C'est un humain wizard, mais on voit pas sa tête. On dirait un amas de robot. On dirait une espèce d'amas de construction, là. Je pense que sur le reprint, ils l'ont humanisé un petit peu plus. Et je vois un bras, mais bon, je vois pas sa tête non plus. En tout cas, bref. Donc, c'est pas vraiment joué, en fait. Mais j'ai déjà joué dans mon Boros Human il y a un bout, là. Je me suis rendu compte que c'était trop handicapant pour mon deck, malgré le fait que je jouais Boros, parce que j'avais beaucoup de cartes avec du mana blanc, puis que j'avais besoin de mon blanc pour jouer mes cartes. Magus of the Moon, c'est comme plus une catch card parce que, exemple, tu joues un deck de Murktide. Le monde va s'attendre que tu vas jouer Blood Moon, donc souvent en game 2, si ton deck est vraiment mauvais contre Blood Moon, ils vont installer du pet enchantement. La catch card, c'est à la place, tu joues un Magus of the Moon. Des fois, le monde va enlever des removal créatures pour racheter leur affaire comme Blood Moon. C'est comme ça que le monde dit, allez, c'est plus comme un. Des fois, tu vas mettre Blood Moon, des fois, tu vas mettre Magus of the Moon à la place. Yes. Mais le problème de Magus of the Moon, c'est que c'est une créature, justement. C'est beaucoup plus facilement pétable avec n'importe quel removal. Soit en rouge ou les removals en rouge, ça pleuve, là, donc. Ouais, non, c'était plus fragile. Mais contre certaines stratégies, ça aidait aussi des fois à closer les games parce que tu étais capable d'attaquer avec et en même temps de locker à personne en même temps. Mais c'est ça, le fait que oui, c'est un couteau à double tranchant. Yes, exactement. Bref. Ensuite, prochaine carte. On a déjà parlé de Magus. Pack du. On en parlait en dernier pack de Titan. Encore une autre carte avec un concept bizarre, le Sword de Meek. Qui est une carte donnant plus 1, plus 2 en équipement pour 2 et qui coûte 2. Mais, à chaque fois qu'une créature 1-1 vient en jeu, tu peux retourner le Sword depuis le cimetière en jeu, attaché à la créature en question. Tu te rappelles le Sword de Meek a déjà été banni en moderne il y a un bout, là. Oui. Elle a été bannie, même chose. Quand le modèle a été créé, elle a été préemptivement bannie à cause du combo qui était avec Top Tier Foundry, qu'on va voir sûrement plus tard, justement, dans les sets. Mais justement, le fait regarde, on va voir tout de suite, finalement. En gros, ça, le combo étant comme suit. Tu peux sacrifier un token artefact. Soit le demi étant pas un token, tu peux le sacrifier. Et tu fais un top tier, tu gagnes un point de vie. Exactement. L'affaire, c'est que après ça, soit le demi va voir ton top tier arriver en jeu et donc va se trigger lui-même dans le cimetière et se réattacher. Donc, ce qui faisait dire que pour chaque mana que tu avais, tu pouvais sacrifier de Sword of the Meek pour faire un top tier et gagner un point de vie. Yes. Donc, ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment cool. Une combo que j'ai déjà affronté une couple de fois, là. J'ai essayé de vouloir faire ça. Quand le combo était unban en moderne, parce que maintenant il est rendu légal, quand le combo était unban, j'ai essayé de le jouer avec un deck avec pas un Transform Effect, parce que j'ai Transmogrifier, mais c'est la version rouge. C'est une version où est-ce que tu détruis une créature et un peu comme créativité, tu flippes jusqu'à temps que tu trouves une créature, tu la mets en jeu. Évidemment, la créature que tu mets en jeu, c'est genre Emrakul, Eleshnorn, Iona, des choses comme ça. Yes. Puis en fait, juste pour préciser, en fait, la combo avec le Top Tier Foundry, c'est pas une combo infinie parce qu'il faut que tu dépenses un mana à chaque fois pour créer ta 1-1 en fait. Exact. Voilà. Sauf qu'il y a une carte dans Modern Horizon 1 qui a fait que le combo devenait infini. Ça, on n'en parle pas tout de suite. Ouais, ça, on n'en parle pas tout de suite. On va en parler au moment venu. Sinon, ensuite, prochaine carte. Tackmore. Salvage. Qui était joué un petit peu dans Dredge, mais plus maintenant. Ça arrive engagé, tu fais un mana noir ou Dredge 2. Pas grand chose de plus à dire, c'est juste une carte de terrain qui était jouée dans Dredge, mais maintenant.
Le dredge est pas assez haut pour ça. Ensuite, on a Grove. Alors, il y a aussi un concept particulier, c'est qu'il y avait des espèces de terrains bizarres, là. Tu sais, je veux dire, il y a des terrains avec des concepts bizarres. Namer's Maze, par exemple. Namer's Maze, c'est soit tu fais du colorless, soit tu fais une plaine si tu contrôles une île, ou tu fais du bleu si tu contrôles une plaine, ou du blanc si tu contrôles une île. Voilà. Donc, là, ça c'est un exemple, j'en parle pas, c'est pas dans ma liste, mais ça c'est un exemple de terrain vraiment bizarre, là, avec des concepts vraiment bizarres. Mais c'est drôle parce que chacun des double land ont un différent type. T'sais, genre, Exactement. Horizon Canopy avait justement un autre style. Exactement. Justement, qui fait partie des meilleurs terrains, et dont une partie du cycle est arrivée avec Modern Horizon 1. On va en parler plus tard de ces terrains-là, mais enfin, on va en parler ici parce que un des terrains est là, fait qu'on en parle. En plus, avec un type de terrain avec un art différent en plus derrière, c'est quand même nice. Donc, tu payes un point de vie. Je pense que c'est une des seules cartes que la version Further Side, quand même, le art est vraiment gorgeous. Là. Je veux dire, y a je pas le pense signe de que mana. la version Further Side que les versions qui ont pris plus tard. Là. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Donc, un excellent terrain. C'est juste un excellent terrain qui vaut cette petite fortune, puis que ça vaut un petit 20$, un peu plus. C'est quand même un excellent terrain. Horizon Canopy, il en fait partie. Et là-dedans, est-ce que tu te rappelles? Je sais pas. Le fun fact aussi d'Horizon Canopy, vu que c'est la seule Canopy Land, des fois le monde qui jouait soit vert, soit blanc, le jouait juste parce qu'il pouvait le sacrifier pour plus tard. Puis Exactement. C'est souvent ça qui arrive avec ces terrains-là. Ce qui est quand même pratique. C'est quand même pratique ces terrains-là que tu peux sacrifier pour piéger des cartes pour avoir plus de chances de pogner ce que tu cherches. Et on va ensuite parler d'une prochaine carte. Est-ce que tu te rappelles du Grove of the Barn Willow? Un terrain donnant soit du colorless, soit un mana vert ou un mana rouge, mais chaque adversaire gagnait un point de vie. Effectivement, je pense que c'est joué un petit peu dans Tron. Non, c'est plus joué dans Tron. C'est plus joué dans Tron. En fait, la raison. Oui, ça a été joué dans Tron il y a un petit bout. C'est juste que dans les decks Tron, la raison pourquoi ils jouaient Grove of the Burn Willow, c'était uniquement pour une seule carte de side. Ça s'appelle le Kozilek Return. Qui est une carte qui était jouée dans les sides de Tron, qui permet d'infliger 2 blessures à chaque créature, mais t'en infligeais également 7 quand tu casses un Eldrazi créature avec une valeur de 7 ou plus, pour infliger 5 blessures à chaque créature derrière. Voilà. On va y revenir un petit peu plus tard directement. Là. Mais en gros, dans Tron, c'était joué uniquement que pour ça. Voilà. C'était uniquement. Puis dès que le Kozilek Return a été retiré du deck, le Grove, ça servait plus à rien, donc on l'a juste retiré, puis on a juste mis des forêts à la place. Voilà. Exact. Autre chose aussi, Grove of the Burn Willow fait ban une des cartes qui est en Punishing Fire. Exactement. Donc ça, c'était... Ouais, c'est ça. On va Voilà, ça c'est effectivement une carte que je viens juste de vous montrer, mais on va pas en parler un petit peu tout de suite. On va en parler surtout quand on va en parler de Zendikar, en fait. Édition Zendikar. Exactement. Exactement. Voilà, parce que... Voilà. Oh! Le terrain n'est plus vraiment joué aujourd'hui. Est-ce que j'ai manqué des cartes? Ah, c'est vrai! Je vais vous parler du pack de titans. C'est pas une carte jouée en moderne, mais il y a une combo absolument il y a un moyen de tuer tour 1 avec cette carte-là. En gros... Ah, il y en avait parlé dans une vidéo sur YouTube. T'avais besoin de 3 packs de titans. La créature qui a le marqueur +1/+1, tu peux en enlever 3 pour gagner 3 mana rouge. Il y a une créature avec le ki qui permettait de donner +1/+0 à toutes tes... Non, c'est la créature avec le search, c'est vrai. Calice. Tu pouvais tuer tour 1 avec cette carte-là si t'en avais 3 dans la main, mais il fallait que t'aies exactement les 7 cartes dans ta main que t'avais besoin pour faire ça. Bon. C'est ce qu'on appelle le fameux Magical Christmas Land. Si t'es capable d'avoir ça, mais le problème, c'est d'avoir cette main-là en main de départ est tellement peu probable que ça peut malheureusement plus ou moins arriver. Ouais, c'est ça. Personne ne l'a fait, là. Bref. Oh, ok, ça suffit. Donc, Planarchio.
On a quand même des cartes intéressantes. On a... Street. Il y a que Summoner's Pack qui est légèrement encore joué et encore. Ouais. Tarmogoyf, c'est une carte extrêmement importante. Sourdonomic, Street Rate, Bridge from Below, qui est banni. Tu le mets très haut. Je pense que je le mettrais juste dans le correct. Comme dit, autant que oui, si on ferait exemple, là, on ferait la même affaire, mais il y a 10 ans, Feu de Sight serait pas mal plus haut. Malheureusement, beaucoup de ces cartes ont été justement. Tarmogoyf était la meilleure carte du moderne. Astar s'est rendu l'ombre de lui-même puis est à peine joué. Summoner's Pack est joué seulement dans Titans. Pack of Negation n'est plus joué. Le Cycle de Pack n'est plus vraiment joué. Horizon Canopy, oui. Même Street Rate, c'est moins joué bizarrement. Ils sont un petit peu saupoudrés dans quelques decks une fois de temps en temps. Ouais, c'est vrai. Street Rate, même Street Rate, c'est moins joué, à part dans Living End, bizarrement par là. C'est ça, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a juste quelques cartes qui sont, oui, sont jouées, mais sont pas jouées comme. J'ai un exemple, on y va avec Ravnica, que c'était les Shocklands sont dans tous les decks, quasiment que tu joues 2 couleurs. Ouais, c'est ça. Ben, t'es Futuresite, Tarmogoyf qui est joué dans John ou dans Zoo des fois. Tu sais, c'est des cartes qui sont un petit peu plus nichées. Comme je dis, par contre, Futuresite, on ferait ça il y a 10 ans, il y a des très fortes chances qu'elle ait pas mal été plus haut que ça. Là. Yes. Ça, c'est vrai. Moi, j'hésite entre le mettre entre plutôt bien et correct parce que je vois quand même pas mal de cartes. Mais ils sont moins joués qu'avant, c'est vrai. Ouais, je pense que t'as raison, Fidèle. C'est vrai que Summoner's Pack, c'est une bonne carte. Ouais, je le mettrais effectivement dans les corrects. Peut-être dans les plus corrects. Si on va les jouer, mettons au niveau le strict, là, les cartes qui sont jouées dans Futuresite, c'est Summoner's Pack, Street Rate et c'est tout. Ouais, les autres sont comme. Tout dans les decks sont plus nécessairement méta. En effet, ouais. Voilà. Donc, on va le mettre dans les corrects. Oh! Ben là, il est proche de 10h. Je pense qu'on peut arrêter ça là pour aujourd'hui. Comme tu veux, sinon on peut faire le dernier set, ça peut comme que tu préfères. Ouais, c'est surtout parce que moi, je m'en vais tantôt à faire des games de Magic, en fait. Pas de stress avec ça. C'est ça, tu streames-tu ce soir, justement, parce qu'habituellement, le dimanche, non, je stream pas ce soir, justement, parce que j'ai streamé aujourd'hui. Voilà. Ok, ça fait du sens. Ouais, c'est ça. Fait que, ben écoute, ça va tout aujourd'hui pour la deuxième partie. Puis en plus, comme ça fait pas un live excessivement trop long non plus, ça va pas être une vidéo excessivement trop longue. Bref. Merci d'avoir été là, Dark Greens, pour cette deuxième partie. Mais pas trop merci Disfaggy de me réinviter pour ça. Exactement, puis j'espère que tu vas avoir terminé ton déménagement bientôt, puis que tu vas pouvoir recommencer à streamer de ton côté, parce que c'est un plaisir de voir tes streams. Ça, c'est sûr, inquiète-toi pas, dès que ça va être là, je vais en donner une nouvelle sur le Discord, justement, du Gathering. Là-dessus, inquiétez-vous pas là-dessus, mais sinon, tu vois, on va se voir bientôt aussi. Yes! Il me semble que tu fais pas quelque chose de mardi soir. Je vous mets un petit clip en attendant également. Ouais, c'est vrai, quand tu jouais à Sonic. Je pensais que je l'avais touché. Voilà, donc je vous mets un petit clip en attendant, juste pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. Bref, on dit donc au revoir à YouTube. Bye bye YouTube. Yes. À la prochaine. Salut à YouTube pour la prochaine partie. Salut tout le monde.